Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ok, alors, on refait le point. Ouais. Tout le monde a son micro Oui. C'est bon pour moi. Check. Ok, son câble, Check. C'est bon. son casque. Double check. Sur la tête. On a les livres. Oui. Ouais, Check. c'est bon. Ok, très bien. Je suis sûre qu'il nous manque un truc. Ah bon? Non, les bonbons sont là et tout. Ah, moi, Ok, c'est quoi ce bruit? je sais pas. Oh là, qu'est-ce que c'est? C'est ce c'est Lulu! Oh, Je suis là. bravo! Quelle blague! Bouillard. Hey, hey, hey! Oh, pardon! Ho, ho, ho! Bienvenue à vous! C'est l'heure de Comics Outcast, le podcast hébergé dans les quartiers du vaisseau Hypersensas réservé aux comic books et à toute la passion qui tourne autour. Et qui dit passion dit passionné. Et les passionnés sont là avec moi ce soir pour enflammer les 60 minutes qui viennent au sein du studio 17 qui nous héberge depuis quelques mois déjà. Un merci éternel à ces hôtes stellaires qui nous aident à poursuivre notre voie lactée. Sur son trajet vers de nouveaux mondes étranges, le VHS est souvent amené à croiser des objets célestes. D'ailleurs, elle est nébuleuse enchanteresse. Elle est plasmatique et incandescente, irisée par la grâce de poussières interstellaires, abritant des mystères insondables et génératrice de supernovas. Elle va encore animer sa chronique de son verbe précis et prometteur, la coruscante Luxbox. Oh, j'ai cru que c'était Lulu, tellement c'était flatteur. Lux, qu'est-ce qui Eh t'a bien. illuminé ces derniers temps? Le soleil, quand il était là. Oui. La petite guirlande LED de Noël. Ah oui, elle est bien celle-là. Voilà. Et puis voilà. Et puis sinon, j'ai lu des trucs très cool dont je vais vous parler ce soir, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Ah bah, parfait, parfait, parfait. Notre prochain chroniqueur, vous le trouverez sur YouGot, lisant des comics. Au centre de l'univers, à profiter d'une musique épique en compagnie d'Azathoth, au large de Bételgeuse, construisant des mondes en Lego. N'est pas mort, ce qui a jamais d'or, et dans les airs peut mourir même la mort. Mais lui, il est là, bien vivant et encore éveillé. Notre grand ancien Regen. Bravo! Ah, bonjour. Regen, quoi de neuf dans ton cosmos? Oula, plein de choses. Écoute, en ce moment, je viens de me lancer tout juste dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui était un trou dans ma bibliothèque, littéralement, qui commence à être comblé donc depuis quelques temps. Et c'est bien? Et ça s'annonce très bien, puisque j'ai fait le premier arc. Cool, super. CP 1919, PSR B0531 plus 21, AGX J 0851.9-4617, autant d'objets célestes tapis dans l'ombre mais essentiels à notre univers mystérieux et détectables principalement par leur émission d'ondes radio. Il est là, notre pulsar à nous, aux commandes des boutons et des molettes, XTPH-ATE, bravo! Salut. J'adore. J'ai cru qu'il y avait l'enfant d'Elon Musk avec nous. Non, s'il te plaît, pas cette offense. Pas cette offense. Dis cette enfance. Dis-nous, qu'est-ce qui te botte en ce moment? Qu'est-ce qui me botte en ce moment? Ouh là là là, ouh là là, ouh là 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 là. Alan Moore. Oui, en plus, oui, mais en plus, vraiment, que j'avais lu la balade d'Al Jones, là, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai fini de lire. Ah voilà, ma mémoire me perd alors que j'ai fini de le lire hier soir. Voilà. Ce qu'on appelle une sale mémoire. Hein. Ah si, je suis en train de relire V pour Vendetta avec la dernière superbe édition de Urban Limited. Quel bien. plaisir. Est-ce que tu as piqué l'exemplaire du prince Charles, enfin du roi Charles, pardon? Exact. Je vais vous faire. Continuité comme dit Soutcast, j'aime ça. Ouais. Et enfin, elle porte la chevelure de Bérénice ornée de la couronne boréale des terres où elle réside. Elle est la Polaris qui donne toujours le cap au VHS, mais elle est aussi la Sirius dont l'apparition réchauffe les cœurs et les corps. Certainement fille d'un titan et d'une océanide, Pléiade ou Iade, elle est la lumière diffuse et douce qui nous vient des étoiles. Applaudissez avec moi le grand retour de Lulu. Lulu, en plus du plaisir de ta présence, aurais-tu amené avec toi quelques conseils de lecture ou de visionnage? Oui, alors ça va être en anglais, mais j'ai été très enthousiasmée par une lecture d'un livre qui s'appelle Uprooting, d'une autrice qui s'appelle Marshall Farrell. C'est un mix un récit sur le jardinage, de la décolonisation Oh bah, très bien. et le Covid. Voilà. Camoulox. Oui. Camoulox, Ouais, un et vraiment, sacré mélange, mais j'ai adoré. Bien intéressant. Voilà. Merci bien. Je suis Matt Satonaka,
astronome attentif et observateur de cet épisode. À ce jour, l'équipe m'empêche toujours de présenter ma chronique d'un comics basé sur l'univers de Cyberpunk 2077. Le scandale continue. Entouré par des bibliothèques accueillantes et richement ornées, assis dans des fauteuils confortables à siroter des boissons interstellaires, nous allons dans un premier temps aborder 3 revues de publications récentes, puis nous concentrer sur un récit en particulier lors de notre focus, et enfin nous évader vers notre section hors les bulles pour évoquer une œuvre en relation avec les comics, mais qui n'est pas un comic book. Je n'ai pas lu ce qui va vous être présenté ce soir, j'espère être votre meilleur allié pour titiller à tout va et vous permettre de décider si vous allez ou non décoller pour naviguer dans l'univers de la culture populaire américaine. Comics Outcast 217, c'est maintenant. Ouf. Aventurons-nous donc sans peur vers les 3 revues de ce soir. Nous allons commencer par la chorusante Luxbox qui va nous amener dans l'enfer des arcades et de leurs jeux. Et des arcanes maléfiques. Oui, les arcanes des arcades et leurs jeux maléfiques. Cap sur la revue de Luxbox, à toi de jouer. Ok, merci beaucoup. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un comics qui s'appelle Arcade Kings, qui est écrit et dessiné par Dylan Burnett et qui est édité chez Image Comics, et qui est une histoire assez courte, donc c'est en 5 fascicules, donc je sais qu'on n'en traite que 3, on vous a demandé d'en lire 3, mais pour l'occasion, j'en ai lu 5. Alors, Arcade Kings, qu'est-ce que ça raconte ? On est dans un univers où les salles d'arcade sont tellement nombreuses qu'il y en a plus que les barbiers et les salons de coiffure réunis. Et il y a une de ces salles d'arcade très réputées où il y a toute une file de gens qui font la queue pour affronter un grand champion. Ce grand champion, il est plutôt unique, on va dire, puisqu'il a une tête toute ronde, toute rouge violacée, et il a un genre d'étoile verte sur le front. Enfin bref, quelqu'un qui sort un peu du lot. Ce personnage un peu mystérieux s'appelle Joe. Et il met au défi n'importe qui de l'affronter sur une bande d'arcade très réputée sur laquelle il a tous les high scores. Donc ça, c'est l'entrée en matière. On est donc dans un univers complètement futuriste, complètement SF, dans lequel le jeu vidéo est très célèbre et très réputé. C'est pour ça qu'il y a des salles d'arcade partout. Et il y a aussi des combats qui sont réputés. Donc, je m'emmène un peu les pinceaux, mais j'essaie d'expliquer simplement ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. On a les bastons et on a les jeux de baston. Voilà. Comment ça se passe ? Joe, donc, il essaie d'affronter tous les gens qu'il peut à la borne d'arcade, jusqu'au jour où il y a une petite nana qui débarque avec un gros robot en lui disant « Moi, je vais t'affronter !» Et elle sort un stick arcade. Donc, on se dit « Elle va l'affronter aux jeux vidéo !» Que nenni ! En fait, le stick arcade manipule le gros robot. Donc, c'est vraiment un gros robot. Hein. Et Joe va devoir affronter le gros robot. Et on se rend compte que Joe, il a pas mal de skills en baston, aussi de la vraie vie. Et tu triggers tous mes points faibles là. Je trigger tous tes points faibles. Ok. Il n'y a pas encore le mot kaiju qui a été prononcé, non, mais pour l'instant non. ça. Mais, donc à l'issue du combat, on apprend que Joe essaye de faire low profile, donc ce qui est vachement cohérent avec le fait de devenir la coqueluche de la ville, mais bon, ça c'est un autre détail. Et parce qu'en fait, il est poursuivi par son passé. Un passé plutôt étrange dans lequel, en fait, on apprend qu'il faisait partie d'une espèce de famille, si je puis dire, recomposée, sous les ordres d'un ancien bastonneur qui a pris sa retraite pour des raisons mystérieuses et qui du coup s'est mis à entraîner des jeunes gens pareil pour des raisons mystérieuses, etc., etc. Et je vais pas plus rentrer dans les détails, mais voilà, on part là-dedans. Et quel est le passé de Joe ? Pourquoi a-t-il cherché à se cacher de ce passé ? Pourquoi cherche-t-il pour autant à essayer de taper la tronche de tout le monde de façon pas discrète ? Voilà, donc c'est pas très clair. Non mais voilà, moi j'ai trouvé ça pas très clair, et je pense que la façon dont je vous résume le début, là je vous ai résumé une issue et demie. C'est pas ce qui se fait de plus clair. Voilà. La série, elle colle vachement au code visuel du jeu de baston. Il y a beaucoup de bagarres. En gros, c'est un morceau d'histoire, une bagarre. Un morceau d'histoire, une bagarre. Un morceau d'histoire, une bagarre. C'est vraiment du jeu de baston. Ça rappelle un petit peu aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, un peu du Scott Pilgrim. Oui.
Au niveau du dessin et au niveau de de l'animation des mouvements, même si il n'y a pas d'animation, c'est à plat, mais vous voyez ce que je veux dire au niveau de la façon dont les mouvements sont dessinés, etc. Il y a aussi un petit côté japonais dans le dessin. On a vraiment des codes différents. Non, je déconne. D'accord. On a vraiment plein de codes différents, donc c'est un peu fourre-tout, et en même temps, ça garde quand même une certaine cohérence. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai tout lu. Parce que c'est vrai qu'à la fin de l'issue 3, on a un espèce de cliffhanger qui peut donner envie d'aller à la suite, etc. Et effectivement, toutes les révélations se font dans l'issue 4 et 5. Donc, j'ai eu plein de réponses à mes questions, ce qui n'est pas votre cas. Et ce qui me permet de conclure que c'est bien, mais c'est pas ouf. Voilà. Ça reste quand même une série courte et sympa. Je pense que c'est une série idéale à offrir à des ados qui font la transition avec le manga. Je pense que c'est une proposition à offrir quand tu as un ado qui lit des mangas et que tu as envie de lui proposer autre chose à lire en comics. Mais c'est mon avis. On le prend. Voilà, mais j'ai trouvé ça un peu léger. C'est vrai que 3 pages de baston pour 2 pages d'histoire, c'est pas mon dada. Même si c'est joli, même si voilà. Et puis comme j'ai dit, c'est un peu le bordel au début, on sait pas trop où ça va, et puis t'as finalement un peu c'est rushé à la fin. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je crois que j'avais pas noté davantage de choses. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais ça restera pas... Ouais, c'est le bordel au début, mais c'est cohérent quand même à la fin ? Oui, ça reste cohérent. D'accord, ok. Ça reste cohérent. Et il y a quand même des questions qui sont posées et auxquelles on n'a pas de réponse. Voilà, donc il faut le savoir. La conduite du récit, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas Tom King, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On va avoir l'occasion d'en parler. Donc je suis curieuse de savoir ce que mes petits camarades en ont pensé. Et oui, qu'en avez-vous pensé, Lulu ? Moi j'ai eu un sentiment tout à fait similaire, avec cette impression de ne pas être la cible vraiment de ce récit. Mais en même temps je me demande... Enfin, tu disais, on peut recommander à un adolescent qui fait la transition avec le manga, mais il y a quand même un problème d'écriture, je pense. Oui. Parce que même sur la façon dont le personnage principal, la Joe, donc qui est cet adolescent à tête de tomate ou à tête de dragon, de fruit du dragon, c'est pas bien. En fait, au début, moi j'avais l'impression que c'était un morveux, un gamin assez antipathique qui juste veut défoncer tout le monde au jeu d'arcade. Et bien en fait tout le monde l'adore, et du coup ça j'ai pas bien compris au début, j'étais un peu paumée, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, et donc ça je pense que c'est un problème d'écriture et de caractérisation du personnage qui fait que c'est impossible de s'attacher à lui. Et par contre je trouve que dans l'issue 3 on passe un petit peu plus de temps avec son petit frère Ken, qui va devenir, qui en fait devient plus ou moins sa némésis, mais on comprend qu'ils vont sûrement s'allier pour fighter leur père, leur faux père qui les a maltraités. Et je trouve que là la caractérisation est mieux faite. J'ai plus accroché à ce personnage-là en une issue qu'à l'autre en 2. Mais bon, je pense pas que je prendrai le temps de finir les 2 issues qui me restent à lire. Même si effectivement il y a une vraie identité visuelle, tu sens que le gars il kiffe les jeux de combat et qu'il a passé énormément de temps à découper les scènes d'action pour que ce soit dynamique, lisible, etc. Mais ça fait pas une histoire, quoi. Non. Ok. Regan. Oui, Mangaocast, bonsoir. Non, blague à part, oui, un petit peu le même sentiment de vouloir mettre un univers en place. Il y a une intro d'ailleurs où dans le passé il s'est passé ici, il s'est passé là, mais ça va pas être vraiment exploité en fait. Et du coup je comprends dans les 4-5 on va rusher l'explication, mais vraiment il a plein de choses, on sent qu'il a plein d'idées, mais qu'il va en exploiter très très peu au final, ce qui est un petit peu dommage. Donc l'ambiance est sympathique. Il y a un petit côté tout power bomb de loin, je précise tout de suite, mais vous voyez ce genre un peu d'ambiance tournoi avec un objectif particulier. Il y a un petit côté aussi Cobra Kai, ce côté l'entraînement chez les vilains garçons. C'est bourré de clins d'œil dans tous les sens, mais dans le sens où vous avez la ref si vous comprenez la ref. Enfin, c'est pas forcément toujours évident. D'ailleurs, je me pose la question en termes de lecture. Il y a beaucoup de jargon de jeux de combat.
il fait des cross-up, il prend un reversal, etc. Donc j'imagine qu'on se laisse porter par le flot de la lecture, mais c'est pas forcément évident de comprendre tout ça. Sinon, ça... Alors c'est pas un shonen, mais il y a une petite touche shonen quand même globalement. Ouais, vraiment mitigé. Je vois l'idée. Je vois ce que ça aurait pu être, surtout malheureusement, et c'est sympa, mais sans plus. Et comme l'a dit Lux, et je m'en doutais, tu veux mettre un univers riche en place et tu le fais en 5, alors que dans les 3 premiers, tu n'as pas beaucoup développé l'univers. Je me doutais que ça allait tracer sur la fin pour boucler ce que tu as lancé en termes principaux. Donc, ouais, effectivement, un peu digé. On passe pas un mauvais moment non plus, hein, soyons parfaitement clairs. En plus, voilà, comme on l'a dit, c'est joli, c'est dynamique, tout ce que vous voulez, mais voilà. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est ce déroulé un peu bizarre de l'histoire où il y a un peu pas du ta gueule, c'est magique, mais sans rentrer en détail, à un moment donné, il y a un combat entre 2 personnages. L'un des personnages pourrait battre l'autre personnage et le ramener à quelqu'un. Il dit non, mais finalement, non. Mais pourquoi, enfin, c'est littéralement ta mission en fait. Okay. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et je voulais signaler quand même le seul personnage censé du bouquin, je crois que c'est dans l'issue 1, qui dit c'est pas super fair play qu'un gars se batte contre un robot quand même. Ce personnage a raison, je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est sympathique, on passe pas un mauvais moment, mais voilà, c'est pour citer un de nos auditeurs, donc Toff qu'on salue, une explosion colorée comme un crocodile piquant dans la bouche. J'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, c'était un petit bonbon sympa, mais frustrant parce que je pense que ça aurait pu être plus que ça. Alors, tel le crocodile piquant qui te détruit tes papilles gustatives, j'ai jeté un petit coup d'œil là sur l'œuvre. C'est chargé. Qui est effectivement en couleur néon, qui est très chargé, etc. Ce que vous m'en décrivez, il se fait son propre malheur parce qu'il centre toute l'attention sur ces personnages qui sont plus ou moins bien caractérisés, entre guillemets. Le type qui ressemble à Nova, moi je trouve quand je l'ai vu avec la flèche sur la tête. Mais qu'est-ce que ça raconte en fait? Parce qu'au-delà des bastons, qu'est-ce que l'auteur veut dire à travers son... J'oserais répondre une vengeance. Ouais. Alors ça sera plus compliqué que ça, j'imagine, dans la fin, mais c'est comme je disais, c'est un Branche Cobra Kai. C'est un ancien apprenti qui s'est révolté contre son maître, ce genre d'ambiance-là. Tu dis avec Cobra Kai, hein, c'est quand même... C'est pareil, si tu parles beaucoup à mon cœur avec ça. Hein. Mais après... Ah non, mais de toute façon, tu es foutu. On a beau dire que c'est relativement sympathique sans plus, toi, tu es foutu pour le coup. Hein. Je me demande s'il n'y a pas des kaijus à la fin parce qu'il y a des éléments. Non, il n'y a pas de kaiju. Ah mince. Je valide, il n'y a pas de kaiju. Zut. Non, il y avait un petit truc à un moment donné, là, les 2 enfants qui se font maltraiter. Il n'y a pas quelque chose là-dessus, sur une vengeance? Parce que j'ai pensé pas que c'est ça. C'est de la backstory de personnages de jeux de bagarre, quoi. Enfin, ça va pas plus loin que ça. Ok. D'ailleurs, je pense que Ken, c'est assez évident. Bah oui. Et Joe, je pense que c'est pour Beautiful Joe. Oui. Vu son design. C'est vrai, vu la tête, oui, effectivement. Et ça, c'est expliqué Non, ça, c'est des clins d'œil complètement gratuits. Comme je disais, il y a beaucoup de clins d'œil, effectivement, tout le long. Sa tête de fruit du dragon, c'est pas expliqué? Alors, c'est pas expliqué, mais il y a un dénouement. Enfin, il y a un déjà, dans le twist. 3, par rapport à son frère, on a un indice qu'il y a un truc particulier, quoi. D'accord. Moi, j'ai pas capté. Ouais, décidément, c'est pas très bien raconté. Bon, on dira ça hors antenne pour pas spoiler les auditeurs qui seraient intéressés. Et XT. Bon, un avis plutôt mitigé de la part des personnes autour de la table. Donc une histoire de jeu de baston avec un dessin qui pique un petit peu comme un crocodile. Et ils sont quand même 4 sur la couleur. Ah bah il faut aller moins ça. Hein. Moi j'ai pas vu beaucoup de décors, hein, donc je reste. Mais oui, ça je suis pas d'accord. Pas toujours. D'accord, j'ai pas vu les suivants. Alors. Ok. 3 pages de baston, 2 pages d'histoire, un problème d'écriture, beaucoup de jargon de jeu. Ça fait trop de pages d'histoire. Ouais. Déjà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met 2 Dragon Punch sur 5, ça ira bien. Avec Reversal derrière. Ouais. Avec Reversal derrière et Counter, très bien. Merci beaucoup, merci Box. On continue. Alors là, je pense que quand même, on va aller. Je suis désolé, à un niveau un petit peu au-dessus. On va poser le pied sur la planète Themyscra et explorer la revue de Reigen. Reigen, à toi de jouer. Et effectivement, nous allons partir du côté de Wonder Woman, qui a en effet fait un pseudo-reboot, comme on en a souvent, à la faveur de Dawn of DC, avec une ongoing qui a commencé cette année, avec 3 numéros sortis actuellement, avec au scénario
El Famoso Tom King, que je ne présenterai pas parce que je ne vais pas vous faire cette insulte. Au dessin, Daniel Sampere, et on aura l'occasion d'en reparler, qui a fait notamment Dark Crisis, Batman Incorporated, etc. À la couleur, Tom Morey, qu'on a vu notamment sur Noctera. Et au lettrage, Clayton Collis, qu'on a vu, entre autres choses, sur The Weeknd and the Divine. De quoi qui c'est que ça parle, comme dirait l'autre. Je crois qu'on dit de quoi qui c'est ça parle donc. Exactement. Alors, ça va pas être la fête. Dans le sens où on démarre sur un fait divers tragique. Cela aurait pu n'être malheureusement, qu'une bien commune tuerie dans un pays qui en compte déjà beaucoup trop. Mais la dizaine de corps retrouvés morts dans un club de billard va avoir de lourdes conséquences. C'est une Amazone qui est la suspecte numéro 1. Et comment vous dire déjà que les relations étaient relativement tendues entre les USA et Temesira, une citoyenne étrangère avec un visa de travail, clin d'œil, soupçonnée d'avoir fait un massacre, la suite malheureusement sonne assez familier à nos oreilles. Et un emballement médiatique sans suivant et des politiques qui instrumentalisent des tragédies, encore une fois, ça sonne bien trop réaliste, vont évidemment pousser toute cette situation dans des retranchements qu'on aimerait ne pas voir. Et en plus de cette situation, une main invisible, pun intended, qui semble orienter subtilement le tout, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, cette situation déjà tragique en soi va mener à la promulgation d'un Amazon Safety Act. Le AXE, A-X-E. Safety Act, pardon, je vais y revenir pour le AXE. Donc, suspendant les relations diplomatiques avec Temesira et exigeant l'expulsion immédiate et sous peine de sanctions de toutes les citoyennes du territoire US. La bonne ambiance. Une situation tendue, comme vous vous en doutez, face à une peuple qui plus est de guerrières nées quand même. Le gouvernement va mettre en place une force d'intervention pour des cas, ouvrez les guillemets, problématiques, fermez les guillemets, qui va s'appeler, là pour le coup, Amazon Extradition Entity, l'AXE, A-X-E. Et il met à sa tête un certain Sarge Steele, un barbouze aux méthodes plutôt musclées, pour dire les choses comme ça, qui va prendre cette mission très au sérieux, beaucoup trop même. Du coup, loin d'apaiser les tensions, bien sûr, la violence et la bavure, et les bavures vont évidemment être de mise et seront donc des déclencheurs de tensions importantes entre les Amazones et le gouvernement US. Du coup, des côtés des Amazones et de Temesira, qui décident de s'isoler, de dire bon écoutez, ça suffit, nous on essaie d'aider, si c'est pour qu'on se fasse maltraiter comme ça, c'était pas la peine, mais évidemment, malheureusement, tout va, comme je disais, ne va pas se passer comme prévu, et il y a bien quand même une personne qui va pas se contenter de cette situation, une qui va évidemment va vouloir faire la lumière sur cette tragédie. Diana prend les choses en main. Ça va chier. Et ça va chier. Tu ne crois pas si bien dire. Confrontant Steele et son équipe, c'est l'occasion de rappeler que le Wonder de Wonder Woman, ce n'est pas juste là pour la décoration. Et nous sommes toujours en issue pour information. Nous assistons à une confrontation de toute beauté entre Steele et Wonder Woman, où, pour reprendre le jargon des jeux vidéo, on appelle ça un no-match. Voilà, donc clairement, c'est qui la patronne, c'est vite réglé. Et donc suite à cette altercation, elle va littéralement humilier son équipe, comme dirait l'autre, et cela ne restera pas sans conséquence, comme on le verra plus tard. Mais en tout cas, elle apprend néanmoins que derrière ce décret promulgué par le président, il y aurait un certain souverain qui tire les ficelles derrière. Qu'est-il ? De quoi on parle ? Un souverain aux États-Unis ? Pas très clair, mais en tout cas, cette piste et cette confrontation amènent à l'impensable. Un mandat d'arrêt est promulgué à l'encontre de Wonder Woman. Ah oui, ça pour de l'escalade, c'est de l'escalade. Résultat des courses, c'est l'armée américaine versus Wonder Woman. Ok, rien que ça. Rien que ça. Je vous laisse imaginer comment ça va se passer pour l'armée américaine, bien sûr. Wow. Mal. Nos matchs x2. Spoiler. Et donc, on se retrouve dans une situation où Wonder Woman essaye de comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi ce massacre qui semble
vraiment sans raison en plus pour le coup, et qui est derrière tout ça et quel est le but de cette situation. Le souverain en question, d'ailleurs, dont on apparaît, nous, le lecteur, apprenons assez vite l'identité, enfin le personnage plutôt que l'identité, parce qu'on en sait assez peu au début, est un humain apparemment, et qui possède un artefact assez étrange, le lasso du mensonge. Oh. Voilà qui est intriguant. Et bien si vous voulez la suite, il va falloir lire le comics. Alors, oh là 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 là, quel suspense. Comment vous dire ? Quel plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une Wonder Woman forte, impressionnante, la force tranquille, badass comme on les aime. Petit coucou à Jambe Fantôme du VHS qui saura apprécier cette représentation Big Woman qui en impose. C'est hyper jouissif, vraiment. C'est bien mené. On sent vraiment qu'elle se retient littéralement pour pas tous les massacrer. C'est un vrai plaisir. Alors évidemment, ça sonne malheureusement très juste sur l'instrumentalisation des tragédies, sur la misogynie, sur la xénophobie, sur la paranoïa. Des mots que vous entendez malheureusement bien trop souvent en ce moment. C'est compliqué. On essaye de se dire que tout ça c'est du papier, mais oui, ça fait tristement écho, et ça fait très justement écho à des situations qui sont très claires, et c'est assez malin d'avoir utilisé les Amazones, puisqu'elles cristallisent tout à la fois ces fameux mascus fragiles, clin d'œil, et tout ce qui tourne autour effectivement des étrangers, cette difficulté du vivre ensemble. Donc j'ai trouvé le choix assez pertinent et intéressant par rapport à ça. Et effectivement, cet épouvantail de secouer l'atteinte à nos modes de vie bien américains que personne n'avait demandé. Donc franchement, c'est plutôt vraiment intéressant de ce côté-là. Avant de continuer, je vais faire une toute petite parenthèse que, effectivement, pour ceux qui... J'avoue, je l'ai fait rapide sur Tom King. Donc pensant que vous êtes des auditeurs effectivement habitués, mais je vais quand même préciser que Tom King est un auteur assez... connu et reconnu dans le milieu, qui a fait beaucoup de très bons comics, globalement, qu'on aime pas son style, ça après c'est autre chose. Vous pouvez écouter d'autres épisodes d'ailleurs de Comics Square qui en parlent, que ce soit Sheriff of Babylon, que ce soit comment ça s'appelle ? Alors il y a Mister Miracle, bien sûr. Un Old Comics Outcast numéro 83. Merci Lulu. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aime bien développer la psychologie des personnages, de prendre son temps sur les... D'ailleurs, c'est une ongoing, ce n'est pas une mini-série, Dieu merci. Et vraiment, il essaie avant tout de mettre des enjeux en place et faire prier ses personnages par ces enjeux. Et il a la particularité d'avoir fait partie de la CIA. Exactement. Ce qui joue, notamment sur Shadow of Babylon, qu'on avait une review qui montre une certaine connaissance de ces sujets, de ces ambiances un peu espionnage, un peu thriller, etc. Et c'est plutôt ça transparaît, c'est bien. Je voulais en profiter pour parler du magnifique travail de Daniel Sampere, qui a un style de ligne claire magnifique, avec des décors, de l'action. Vraiment, c'est un petit bijou visuellement. S'il fallait faire un reproche, mais vraiment histoire de dire, il ne cherche pas trop à jouer avec la mise en page. Il fait quelques effets de mise en page, mais c'est pas trop le sujet. Ça reste assez sage. On retrouve un peu le gaufrier quand même. Ouais, voilà, il y a un peu le côté gaufrier. Il reste. C'est aussi typique des récits de Tom King. Tout à fait. C'est-à-dire que Tom King aime bien que ses récits soient aussi marqués visuellement dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, les personnages sont prisonniers de ce gaufrier. De toute façon, on avait d'ailleurs parlé dans Sheriff of Babylon. Donc vraiment un vrai petit régal visuellement. Donc écoutez, j'ai très 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 hâte de la suite. Je me suis fait vraiment plaisir. Je ferai juste un petit clin d'œil qui m'a fait rire sur l'issue 3. C'est un détail. À un moment donné, il y a un personnage qui dit j'ai une armée. Petite ambiance Loki, et Wonder Woman lui répond, je vais pas le spoiler parce que c'est assez intéressant, mais elle a une réponse adéquate. Donc un grand oui.
Ouais, Donc on est encore sur du gaufrier, c'est ça que tu disais. Alors, pas que. Non, pas que. Ok. Évidemment, il Ça- joue quand ça même démarre. avec. Ouais. Non, Parce c'est juste parce que. que je trouve que ça. Enfin, j'en avais déjà fait la remarque sur la dernière review qu'on avait faite de Non, lui. non, vraiment, Jurassic, je c'est crois. c'est Et pas c'est- c'est pas Mister Miracle. C'est pas aussi quadrillé que ça. C'est juste que il est plutôt sage dans sa mise en page. Mais il y a quand même des pleines pages, des demi-pages. C'est juste que ça reste cadré. Et je pense que c'est Tom King quand même qui maintient un certain cadre. Oui, mais dans toutes ses œuvres, en effet, ce gaufrier est un peu là, toujours d'une certaine manière. Et justement, c'était moi, une de mes problématiques, c'est qu'il s'en échappe un petit peu au bout d'un moment. Mais bon, soit. Encore une fois, ça dépend si le récit. Dans Mister Miracle, il a une raison d'être. ce Oui, gaufrier. non, mais il n'y a pas que dans Mr. Miracle. Rorschach, ça justifie. Mais tu l'as aussi dans Rorschach Human Target, aussi. mais tu l'as aussi dans quasiment toutes ses œuvres, en fait. Là, Et pour le c'est hyper coup, je notable. trouve pas que c'est Mais si. après, C'est au démarrage. Ouais, c'est plus la mise en place. Mais après, je trouve que c'est assez. Ok. Non, ça se libère assez vite de ce côté-là, je trouve. J'ai une petite question Oui. avant de laisser la parole à nos amis. Tom King a cette justesse d'écriture de faire passer un flux d'informations évident sur Oui. ses idées, mais il reste quand même, à mon sens, le maître de la nuance. Et comprend qui veut, comprend qui peut sur des lignes secondaires qui permettent justement de tempérer un petit peu son propos principal, initial. Ça se sent dans les 3 premières issues ou pas? Ouais, je trouve que c'est assez équilibré, effectivement. Super. C'est pas brut de décoffrage. Ok. Pour vous dire, sans en dire trop, la narration commence avec un narrateur, ça je peux le dire, on l'apprend assez vite, qui est en fait le souverain. Et donc, il commence en disant voilà comment j'ai perdu. D'accord. Donc, il n'y a pas beaucoup de spoilers là-dessus, sauf s'il y a des rebondissements, mais ça, on ne sait pas encore. Donc, encore une fois, il y a une certaine maîtrise, il sait où il va. Enfin, voilà, on sait que c'est un architecte en termes d'écriture. Donc, honnêtement, ça va, c'est pas Super. trop un souci. Ouais. Parfait. Lulu, qu'en as-tu pensé? Alors au début, j'ai été un petit peu déstabilisée parce que justement, je ne comprenais pas qui racontait l'histoire. Je ne comprenais pas cette voix qui semblait un peu antipathique, on ne comprend pas tout à fait au début. Et puis, donc je me sentais un peu perdue, je dois dire. Et puis bon, rapidement, on retrouve ses repères. Et c'est un super Wonder Woman à nouveau. Enfin, c'est fou que voilà, on arrive à réécrire le personnage en reprenant des éléments connus. Mais là, ici, c'est une Wonder Woman outsider, comme elle l'est quand même souvent. Mais qui devient ennemie public tout en étant finalement très américaine. Elle reste la grande défenseuse des valeurs américaines, voilà, égalité, liberté, justice, et aussi individualisme, ce qui est une qualité aux États-Unis. Au sens où l'individu se doit de sortir du lot, en fait, en particulier quand les circonstances sont réunies pour que en fait, l'homme de la situation. Voilà. Et donc là, elle se laisse pas écraser par l'adversité, elle se laisse pas écraser par les injonctions, elle se fait un devoir de penser par elle-même. Et tout au long des 3 premières issues, il y a une espèce de leitmotiv qui revient où elle répète régulièrement no thank you. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est d'une simplicité. Elle dit non, les sans dialogues façon, sont je ne peux pas faire ça, non merci. Donc, est-ce que tu veux bien arrêter de chercher à faire éclater la vérité? Moi, non merci. Est-ce que tu veux bien déposer les armes? Non, merci, ça ira, je vais continuer à faire mon truc. Et en fait, ça m'a fait penser à une nouvelle de Melville, Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Ça m'a fait penser à Bartleby, le scribe, qui est un personnage, ça n'a rien à voir, mais qui est un personnage qui travaillait dans un cabinet d'avocats à Wall Street au 19e siècle, et il reçoit des ordres de son supérieur, il s'exécute, il recopie bêtement des actes, donc des papiers légaux. Et puis les jours se suivent et se ressemblent, et un beau jour, il commence à dire « I would prefer not to ». Et en fait, il commence à dire « non, je ne vais pas faire ce qu'on me dit ». Et donc, bon, la nouvelle, elle est sombre au possible, il est jusqu'au boutiste, voilà. Donc, c'est pas du tout ça, Wonder Woman, c'est une espèce de Bartleby sexy et joyeuse, parce que c'est quand même... c'est très sombre. Enfin, tu as beaucoup parlé des accusations de terrorisme, de la violence, de la misogynie, etc. Mais
le personnage de Wonder Woman est une source de joie au milieu de ce merdier infâme. Et en fait, elle est très drôle. Ah, j'adore. C'est par petites touches. Et en fait, elle est super marrante. À un moment, on voit des images d'une porte de bureau complètement éclatée. Il y a un gros plan sur des bouts de... Voilà, on a là, il y a une belle mise en page, effectivement. Avec des bouts de porte éclatée en gros plan. Donc on est là pour comprend à peu près la situation. Puis elle dit, je me suis dit que vous préfériez une visite en personne plutôt que je vous aborde dans la rue en vous attrapant avec mon lasso. Et on voit cette porte éclatée. Ouais, voilà, enfin, c'est tout simple, mais c'est vraiment, vraiment chouette. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, il y a des petites pubs pour d'autres comics et notamment World's Finest, donc avec Damien et Wonder Robin, et puis une espèce de jeune Superman, je sais pas. Son fils. Voilà. Et ça fait très envie aussi. Et c'est aussi écrit par Tom King. On avait parlé, c'est assez prometteur, effectivement aussi. Ouais. Voilà, donc non, très très enthousiasmant. Voilà, c'est référencé, mais de façon intelligente, je trouve. Enfin, voilà, ça, c'est chouette. D'ailleurs, juste une toute petite info, il n'y a pas besoin d'avoir lu d'autres choses. C'est une situation de départ. C'est un numéro 1. Oui, pouvez. Oui, alors. Private joke pour les fans de comics, le numéro 1, vous le savez. C'est compliqué. Non, là, c'est vraiment un numéro 1. Vous pouvez commencer de là sans aucun problème. Nickel. Merci. Lux. Alors moi, c'est un comics qui m'a énervé, mais plein de fois. Ouh. Mais non, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Hein. Non, mais ça aurait pu aussi. Mais ça m'a énervé. Genre le méchant, c'est masculinité toxique de Guy, quoi. Le simple fait qu'il passe son temps à appeler les femmes des filles. Ouais. J'avais envie de gifler toutes les pages. Ouais. J'ai trouvé ça assez réaliste parce qu'effectivement, il y a 19 mecs qui meurent dans l'attaque du début. Et à un moment, il est sous-entendu qu'ils ont expulsé ou tué 300 Amazones. Donc, tout à fait pas démesuré. Réponse proportionnée, effectivement. Voilà, réponse proportionnée, bien comme on imagine l'Amérique le faire, enfin les États-Unis le faire. Donc, c'est voilà. Et non, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que les problématiques m'ont un peu énervée. Il y a un truc qui m'a chagriné, c'est que j'ai trouvé ça très verbeux. Après, c'est une question de goût personnel. C'est surtout que voilà, après c'est un comics que j'ai lu en anglais, je ne suis pas complètement bilingue, donc c'est vrai qu'à des moments c'était un petit peu compliqué. Effectivement, je suis d'accord, le langage est assez est un peu soutenu. Ouais. Et puis c'est pas toujours le cas dans les Il y comics. a souvent plusieurs récits qui s'entrelacent, qui sont en même temps. Et il faut s'accrocher. Je suis allée googler 2-3 termes. Voilà, il faut dire ce qu'il est. Des nouveaux termes. Voilà, comme ça j'ai appris des nouveaux mots que j'ai déjà oubliés, mais quand je les reverrai, je me dis c'était dans Wonder Woman. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Mais sinon, globalement, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça... Je sais pas comment dire ça, sans paraître méchante, en fait. J'ai trouvé ça intéressant, mais pas très original. J'ai pas trouvé ça très neuf, en fait, comme récit. Il y a un truc qui m'a chagriné, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Le cliffhanger de 3e issue m'a vachement intéressée, et en fait quand j'y ai repensé, je me suis dit est-ce que j'ai envie de continuer une ongoing, c'est-à-dire je ne sais pas jusqu'où ça va aller, de cette histoire qui du coup m'a déjà hérissé un peu les poils des bras. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? Ça, c'est un bon point. Voilà. Très bonne question. Et c'est pas pour ça que c'est mauvais, hein. Non. Mais voilà. Mais moi, il y a des moods, tout simplement. Des fois, oui, bien sûr. Oui, mais moi, c'est toujours la question que je me pose aussi avec les comics de super-héros, en fait. Ouais. C'est qu'en fait, on connaît déjà ces personnages la plupart du temps, surtout des personnages canoniques comme Wonder Woman. Moi, c'est une question que je me pose aussi. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est depuis le temps que ces personnages existent tels qu'ils sont, est-ce que le comics est intéressant pour eux ou à travers ce que l'auteur veut convoyer à travers eux maintenant, véritablement. Ça reste, de toute façon, même à l'époque, ce sont forcément des personnages qui véhiculent des idées, de toute façon, même à l'époque.
On va pas le refaire ici, mais quand on se rappelle que le premier épisode de Superman, c'est littéralement choper un corrompu et un homme qui bat sa femme. Oui, on fait passer un message. Hein. Clin d'œil à ceux qui se reconnaîtront sur ce genre de problématique. Qui tapent leur femme. Exactement. Qui écoutent Comics Outcast. Je pensais plutôt effectivement au Comics Gate. Bref. Non, mais je trouve que justement, un personnage aussi vieux, encore une fois, qu'on pourrait dire qu'il a tout vu, tout fait, déjà entendu, moi je reste émerveillé qu'on arrive à avoir des bonnes histoires, vraiment, avec... Et c'est pas remplaçable, tu vois, parce qu'il y a certaines histoires, tu pourrais dire, je mets à la place de Wonder Woman, je mets autre chose. Non, là, l'auteur prend la situation et les personnages pour en faire une histoire. On n'aurait pas eu la même histoire sans les Amazones. On n'aurait pas eu la même histoire sans Wonder Woman. Donc, c'est pas juste un gimmick. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des histoires qui sont quasiment interchangeables. Tu changes de perso, tu en mets un autre, tu as la même histoire. C'est pas du tout le cas ici. Et c'est ça que j'apprécie. Ouais. Très bien. Eh ben, écoutez, super revue. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Hein. Donc, très bon avis général, un régal visuel. J'ai entendu quand même un personnage très américain. C'était très bien que tu sois là, Lulu, parce que je pense qu'on aurait peut-être raté certaines choses sans toi. Un petit peu quand même, un petit doute sur la suite, sur la suite de l'ongoing, mais on verra bien. C'est peut-être là que on fait confiance aussi au nom de l'auteur ou pas, pour savoir où est-ce qu'il nous mène. On dira une longueur de l'assaut de 2,5 mètres sur 3, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien tassé. Moi, j'y vais. Ils m'ont convaincu. Et on va passer à la troisième revue. Que vois-je à l'horizon cosmique? La prochaine revue du Capitaine Lulu. Qu'avons-nous en vue? Oui, mon commandant. Qu'est-ce qu'on a en vue? On a en vue un roncier. Wow, un amas d'épines et peut-être avec une jolie petite fleur au milieu. Non, on voit une belle jeune femme, un sourire aux lèvres, qui baigne dans une magnifique lumière dorée. Elle est au regret cependant de nous annoncer que le narrateur de son histoire est mort dans d'atroces souffrances. Mais qu'elle, dont le nom est Briar Rose, donc l'églantine, la rose sauvage, demeure malgré donc la fin atroce de son narrateur. Tu me rassures un peu parce qu'au début je pensais que c'était un comic sur un chien, donc un briard. J'avais un peu peur, mais non, ça va. Non, elle a un peu moins de poils. Cette princesse n'est autre que l'héroïne d'un conte transcrit par les frères Grimm, princesse très aimée de ses parents, de ses marraines les bonnes fées, mais qui a reçu l'avertissement de ne jamais s'approcher d'objets coupants tels que des couteaux pointus ou des fuseaux. Oh, ça me rappelle un truc. Pour filer la laine. Vous aurez certainement reconnu l'histoire de La Belle au bois dormant. Pendant quelques pages, on a un conte, une histoire très enjouée, un conte de fées qui dégouline de bonheur et de beauté, un vrai cliché. La légèreté est renforcée, est renforcée par une parodie de la langue. Je pense que là aussi, niveau anglais, ça devait être un peu costaud à certains moments. Parce que l'auteur, que je n'ai pas présenté, c'est Christopher Cantwell, joue beaucoup avec donc un style archaïque, noble, anglais. Donc avec des formes de mots qu'on n'emploie plus aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans la poésie du 19e siècle ou chez Shakespeare. Donc des thou pour remplacer you, par exemple. Oui. Mais il l'utilise de façon délibérée, délibérément n'importe comment. Donc c'est une parodie de ce style. Et donc dans ce comics qui s'intitule Briar, du nom de l'héroïne, le conte de fées tourne au cauchemar, non pas parce que Briar Rose, la princesse, meurt symboliquement en se piquant le doigt, ça elle le fait, mais ça tourne au cauchemar parce que le prince censé venir la sauver préfère la laisser au bois dormant, s'empare des reines du pays et mène très vite le royaume à sa perte. Ah, le saligo. Des dizaines d'années plus tard, un personnage mystère vient réveiller Briar Rose, qui a été oubliée parmi les ronces, et elle n'est plus qu'un squelette tout sec et super vénère d'avoir été abandonnée. Ah oui. Et elle devient donc la narratrice de sa propre histoire, qui est à nouveau, ici, on a une héroïne qui est en fait assez drôle. Parce que donc on a ce décalage entre le récit attendu, celui de La Belle au bois dormant, et ce qu'on voit, c'est-à-dire une princesse zombie qui dégueule face caméra et bouffe un rat égorgé. Voilà, oui, ça pose un petit peu le ton. Bref, ça m'a tout de suite plu.
La partie graphique est hyper réussie. J'ai trouvé les premières pages là sont vraiment très très belles. La couleur est splendide. Donc c'est les couleurs de Mateus Lopez et donc les illustrations sont assurées par un artiste qui s'appelle Germán García. Ah, c'est. Le gars s'appelle allemand quand même. Bueno. Donc tout ça c'est très très beau, le trait, la mise en case, le découpage. Et la partie écrite aussi est vraiment super. Le style est hyper élégant. On a un vrai personnage bien développé avec une voix unique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que peut-être contrairement à Arcade King qui veut créer un univers mais n'arrive pas tout à fait à le développer de façon satisfaisante, dans Briar, le récit est ambitieux. Il y a cette nécessité de poser un univers qui peut paraître un peu longuet quelquefois, qui peut retarder le démarrage de l'intrigue. Mais là, ça démarre très très vite. Le décor est planté assez rapidement. Et l'univers est très riche. En quelques dizaines de pages, dans la première issue, on passe donc d'un décor de château abandonné, donc à la Belle au bois dormant, à un univers presque à la Mad Max, dans le désert, où donc Briar Rose va devoir survivre. Donc c'est très très riche, c'est efficace, ça va droit au but. Et le récit donc a de l'ampleur, c'est-à-dire qu'en fait on se rend rapidement compte que c'est aussi une histoire d'apocalypse qui est sur le point de se produire, qu'il y a des histoires de légendes, etc., de Marraine la bonne fée qui a mal tourné, etc. Et donc, voilà, c'est hyper prometteur. Donc c'est un récit pour moi qui a du cœur. Enfin, je trouve qu'on sent l'amour des créateurs pour leurs comics. Le rythme est enlevé, il y a des super insultes dedans, vraiment, meilleures insultes. Je vais les noter pour la prochaine fois que je m'engueule avec un automobiliste qui m'emmerde quand je suis à vélo. Et voilà, on veut la suite. Donc c'est du Boom Studio. Il n'y a que 4 issues pour l'instant. Il y a un peu un mystère parce que ça a été déclaré ongoing, mais sujet. On n'a rien eu depuis avril. Ouais, c'est un vrai donc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On espère que les gars ne sont pas en burn-out. Mais ça a eu énormément de succès commercial et critique. Donc, bon. Alors, juste par rapport à ça, du coup, de ce que j'ai compris, donc c'était clairement plutôt une mini à la base qui était prévue, sauf que ça a eu du succès. Mais ça avait du retard. Et de ce que j'en comprends, Image l'a annoncé en ongoing pour... C'est Boom. Le Boom, pour rassurer en mode disant, vous inquiétez pas, ça va continuer. Quoi. C'est genre, ok, il y a du retard. Pour rassurer les libraires. Voilà, c'était plutôt pour rassurer, dire n'abandonnez pas. Quoi. Petite question avant de laisser la parole à tout le monde. Donc j'entends qu'il y a des références avec Marraine la bonne fée, etc. etc. Est-ce que ça cherche à rester collé au conte ? Non. Ou alors est-ce que ça prend vraiment ça prend l'air et puis on non, ça prend méga l'air. C'est pas Shrek quoi, je veux dire, c'est pas un truc collé. Non. En fait, dès l'instant où le prince décide de pas de l'épouser mais de pas la réveiller, c'est ce qui se passe. Du coup on sait pas à quel moment le narrateur meurt, mais en tout cas tout ça s'est jeté aux orties et après elle doit écrire sa propre histoire. Parfait. Non, il y a tout un tas de créatures qui sont étrangers au conte. Et puis, elle quitte le château, quoi. Donc, elle part à l'aventure. Nickel. Lux, est-ce que ça t'a énervé ? Non, ça m'a pas énervé du tout et ça m'a même beaucoup plu. Oui, le prince, il m'a énervé, mais j'ai envie de dire, c'est 3 cases. Oui, non, c'est pas comme dans le comics précédent où il est là tout le temps. Et il est chiant tout le temps. Non. Pour l'anecdote, je suis une énorme fan des contes de fées revisités. Enfin, les contes de fées de manière générale et les contes de fées revisités en particulier. Donc, je suis totalement la cible de ce genre d'histoire. Et j'ai été complètement séduite, que ce soit graphiquement, au niveau de l'écriture, le fait que ça soit... qu'elle soit badass, mais en même temps, elle a beaucoup de faiblesses au début.
comme elle disait, une espèce de petite momie toute sèche là. Il faut qu'elle regagne des forces, il faut qu'elle réapprivoise son environnement, il faut qu'elle réapprivoise les gens de ce nouveau pays entre guillemets qu'elle ne connaît pas. Jusqu'à quoi, il y a 600 ans, 300 ans, enfin je sais plus. Non, ils disent 10 fois 10 années. Ouais, 10 fois 10 années. Ouais. Bon, ben, Ouais. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Et ouais, moi je suis complètement dedans et j'ai qu'une hâte, c'est j'essaie d'imaginer tout ce qu'elle peut, toutes les quêtes qu'elle peut avoir. Et en fait, l'univers est tellement riche que entre découvrir quelle est la marraine bonne fée traîtresse qui l'a scellée à son destin. Savoir quelle est cette histoire d'apocalypse, savoir quel était ce prince éventuellement, peut-être qu'on le saura jamais et qu'on s'en fout maintenant, mais c'est aussi une potentialité. Il y a tellement de pistes, moi je suis avide de savoir ce qui va se passer. Ah, super, très très bien, très très bien. Ryan, merci Lux. Oui, c'était sympa, effectivement. Oh. Comment ça, c'était sympa? Il y a des mais. Ah. Déjà, j'ai bien aimé la petite ambiance un peu, me fait penser à Coda, au niveau de l'ambiance graphique, notamment au niveau des couleurs pastel, etc. Ça fait moins mal à la tête. Ça, je te laisse seul juge. Il va falloir que je le lise, Coda, parce que... Ah, moi j'adore. Ça divise, mais moi j'adore. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, pour info, il y a Coda Le Retour. Oui. Qui a commencé cette année. Coda 2. C'est ça. Non, c'est un univers qui semble effectivement prometteur, mais qui garde quand même beaucoup de choses sur le coude. C'est-à-dire que il y a un joli setup avec pas mal d'ambiance, de personnages, etc. Mais on sent que justement, d'où l'intérêt d'en faire une ongoing, parce que vu tout ce qu'on a comme potentiel à raconter, en 5, ça aurait été assez compliqué, sincèrement. Du coup, ça aurait été dommage. Et ça aurait été dommage, mais du coup, je suis très inquiet parce qu'il y a beaucoup de retard, etc. Donc, je vous avoue que j'ai du mal à ignorer tout ça en lisant et en le sachant. C'est-à-dire que je m'inquiète quand même de la suite. Mais bon, on va pas juger là-dessus, évidemment. C'est pas là-dessus qu'on va juger la qualité du comics. Déjà, je veux dire, au niveau graphique, alors c'est beau, c'est très beau, mais je trouve le trait parfois assez léger. C'est-à-dire que vraiment, des fois, c'est tout juste quelques coups de crayon, même pas d'ancrage. Alors, ça en fait pas un mauvais dessin, mais des fois, c'est un peu léger. C'est-à-dire que la colo pèse plus, des fois, que le crayonné, même si, encore une fois, c'est très beau. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est juste qu'on sent qu'il y a du talent en plus. Donc, j'aimerais bien qu'il pousse de temps en temps un petit peu plus sur certaines pages, mais il y a des pages magnifiques pour le coup. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui, donc pour la petite parenthèse, déjà qu'un baiser sans consentement, c'est pas terrible, mais alors un mariage forcé sans te réveiller, voilà, les bonnes ambiances. Non, c'est surtout prometteur, effectivement. C'est quand même assez classique au niveau de la méthodologie. Enfin, je veux dire, le décalage entre la narration et son narration d'origine, c'est une mécanique assez classique, mais c'est plutôt cool, c'est bien fait, donc on va pas gâcher notre plaisir. On va quand même rappeler, effectivement, ce que disait Lulu, il y a un point verbiage qui n'est pas évident, surtout qu'en plus d'utiliser volontairement des formules un peu passées, il y a en plus des personnages, surtout je crois que c'est dans les Chuen ou deux, qui sont des cutéreux. Et qui donc en plus mangent la moitié des mots. Donc autant vous dire que des discussions de taverne, c'est pas évident à suivre dans ces conditions-là. Ouais, et puis dans l'issue 3 et 4, il y a des gnomes aussi. Ah ouais, c'est pas évident. Du coup, il y a toute une recherche quand même sur le langage. Enfin, c'est hyper riche. C'est pas une facilité de narration, c'est l'inverse. C'est que vraiment, c'est donné du mal. Mais du coup, c'est pas évident à lire. Non, voilà, c'est badass, c'est plutôt cool. Non, j'ai pas été aussi transporté que Melgoya, mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Par contre, très clairement, je vais suivre la prudence. C'est-à-dire que j'attends un TPB complet, au moins d'un arc complet, parce que là, vraiment, ça laisse sur sa fin et savoir qu'il y a des retards. Mais vu le... Enfin, je sais pas si vous avez lu... J'ai lu une issue de plus pour info, moi, de mon côté. Oui, donc tu as lu tout ce qui existe, en fait. Parce qu'il n'y en a que 4. Oui, tout à fait, oui, du coup. Mais je pense que vu l'efficacité du récit, en fait, il faut 4 issues de plus. Je pense qu'il y a moyen de boucler au moins le premier arc, effectivement, sans problème. Enfin, l'arc sous-entendu avec le Fairy Godmother, hein, bien sûr. Mais après, voilà, sans en dire plus dans la 4, il y a quand même des éléments qui me dérangent un peu de facilité de scénario qui sont du V déjà vu. On n'en dira pas plus là. À voir. Mais encore une fois, je ne vais pas bouder mon plaisir, c'était sympathique. Eh bien écoutez, très bien. Tout ça donne envie aussi énormément. Hein. Donc un conte de fées qui a mal tourné.
J'ai noté, c'est pour toi que si jamais tu réécoutes, qu'il faut que tu notes les excellentes insultes qui sont mentionnées. On croise les doigts hein, pour que ça continue. Lux était complètement dedans, adore les contes de fées revisités. D'ailleurs, et j'en profite, est-ce que tu as eu l'occasion, Lux, de lire le Blanche-Neige qui est chez J'allais Black dire, River ça fait écho effectivement à une review d'il n'y a pas si longtemps. Pas encore, mais c'est prévu. Ouais, c'est top, hein. C'est bien, c'est vraiment bien. Tu vois de quoi on veut parler? Le Blanche-Neige de Neil Gaiman Justement, qui est sorti ouais. chez Black River. Ouais. Donc l'univers semble très riche, très prometteur, séduit mais pas conquis, côté Reagan. Bon, ce qui nous vaut quand même une petite note de 2 fuseaux sur 3. Oui, il est bien aussi quand même, ce qui est bien aussi. Rappel des 3 revues avant qu'on passe à la suite. Donc Lux nous a parlé d'Arcade King qui est sorti, si je ne m'abuse, chez Image Comics Oui. de Mr. Dylan Burnett. Ensuite, nous avons vu la magnifique Wonder Woman narrée par Tom King, mise en scène par Sam Perret et colorisée par Moret. Et ensuite, on a vu donc Briar, hein, l'églantine, hein, c'est ça, Briar Rose, Christopher Cantwell, Germán Garcia, Mateus Lopez, chez Boom Studio. Voilà je pense un triptyque bien intéressant pour nous faire un bon début d'épisode. C'est l'occasion de passer au focus. Comment rester en contact avec l'équipe de Comics Outcast? Comment suivre Quels sont nos 06 pérégrinations? Une bonne planche de Ouija pour rester en contact avec nous. Les classiques sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, tels que X, the micro-blogging platform formerly known as Twitter, sur le compte Comics Outcast, sur Facebook, toujours, hein, dans le Bouya Comics Club, peut-être un jour sur Threads, allez, on va savoir. Qui arrive en fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le concurrent de X version Facebook et qui devrait potentiellement arriver en Europe en fin d'année. Ok. Donc un jour, quoi. Oui. Après, c'est pas dit que ce soit signé, mais c'est ce qu'ils disent. Oui. C'est peut-être une année universitaire, on ne sait pas. Hein. Sur Instagram, sur le compte Comics Outcast. Il se murmure qu'un compte Comics Outcast a été créé sur ICQ. Nous vous en dirons plus sur notre chat IRC à l'occasion, bien évidemment. Et dans le ciel bleu. Ah oui, dans le ciel bleu aussi, c'est vrai. Et pas sur Mastodon, par contre. Masto. Mais je serai un piètre hôte, celle-là je la garde, hein. Piètre autre Maximoff. Oui. Oh là là. Ouais. Si je ne mentionnais pas le serveur Discord, bien sûr, du vaisseau Hyper Sans Sas, hein. Donc le serveur Discord qui regroupe un channel Comics Outcast, mais tous les autres podcasts du vaisseau Hyper Sans Sas, bien évidemment, dont les membres galactiques accueillent tout voyageur en quête d'échanges enrichissants. Et sa formidable communauté, bien entendu. Chaleureux. Oui. Le moment est donc venu de se concentrer sur une œuvre en particulier. Nous allons donc parler de de Sheets. À vous de jouer. Alors, je vais prendre la parole puisque c'est moi qui ai proposé ce titre. Sheets, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc Sheets, c'est un livre d'à peu près 20 cm sur 15. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire... On veut ces mensurations exactes. Ah, c'est sexiste ça. Donc c'est un livre qui a reçu le prix Barnes & Noble du meilleur livre en 2018. Voilà. Je vais commencer par là pour vous en mettre plein la vue. C'est un livre, donc c'est un comics, c'est un livre graphique, je sais pas, parce que ça ressemble pas, ça n'a pas le format comics qu'on a l'habitude de voir. Les comics viennent dans toute forme et toute Oui, taille. bien sûr, mais je tiens quand même à le préciser. C'est écrit et dessiné par une jeune femme qui s'appelle Brenna Tumler, je ne sais pas exactement, qui vient de Pennsylvanie et qui adore dans la vie, selon son site internet, le beurre de cacahuète et le dessin. Donc ils sont plutôt deux passions plutôt saines. Et qui beurre de cacahuète avec des trucs croustillants dedans ou du vrai beurre de cacahuète? On veut savoir les vraies questions. Du coup, je lui enverrai un mail, je vais lui poser la question. Du crunchy ou du smooth? Voilà, exactement. Moi, j'aime pas le beurre de cacahuète, donc je vous laisse débattre là-dessus. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le sujet de notre focus. Non, mais on pourrait faire ça comme sujet de focus. Hein. Je veux bien qu'on change pour le fait que tu renies le beurre de cacahuète. Ok. Notez ça dans un coin et comme ça, vous pourrez me le ressortir à l'occasion. On y reviendra dans l'outro.
Donc sheets, sheets qui veut dire drap en français. Vous allez vite comprendre pourquoi. Est un ouvrage que notre chère Brenna Tumler a commencé quand elle était étudiante en art et qu'elle a poursuivi par la suite et qui est sorti donc en 2018, d'où le prix Barnes & Noble de 2018. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marjorie, qui a 13 ans et qui vit au-dessus du pressing familial. Sa vie est plutôt, voire carrément triste. Sa mère est accidentellement décédée 1 an plus tôt, ce qui a plongé son père dans une grande dépression, donc il ne sort quasiment plus de sa chambre. Du coup, ce qui oblige la pauvre jeune fille de 13 ans, je rappelle, à gérer tout le pressing familial quand elle n'est pas à l'école. Donc vous pouvez vous dire, bon, elle a l'école quand même. Sauf qu'à l'école, elle n'a pas de copains, elle est mise de côté et elle est même raillée par les cool kids. Donc solitude extrême. De son côté, on a un autre personnage qui s'appelle Wendell. Qui est Wendell ? Wendell, il est un peu différent, puisque Wendell, il est un petit fantôme. D'où le titre Sheets, donc le drap, qui fait référence au pressing, mais aussi au drap qui recouvre, parce que c'est un fantôme à l'ancienne, avec un drap sur lui. En fait, il est complètement transparent, et à sa mort, entre guillemets, on lui a attribué un drap. Et donc c'est pas Casper. Ce n'est pas Casper, non. Ce n'est pas Caspier le petit fantôme. J'ai revu le film Casper il y a pas longtemps et du coup j'ai un grief contre Casper maintenant. Ne le revoyez pas, petit conseil. Ouais, on pourra en parler peut-être plus tard, mais bon voilà. Donc Wendell et Marjorie ont des points communs puisque Wendell, un peu comme Marjorie, il est tout seul. Il a du mal à trouver sa place. Il a un groupe un groupe de parole avec des jeunes fantômes. Et donc, vous vous dites, il pourrait se faire des amis. Et en fait, il assume tellement pas la façon dont il est décédé qu'il raconte que des bobards. Du coup, tous les autres fantômes lui tournent le dos en lui disant « Tu racontes que des bêtises, je veux pas être ton ami. » Donc, le pauvre Wendell, il est tout seul. Un jour, Wendell, il décide de se faire la malle et de partir du monde des petits fantômes. Ouais. Il atterrit dans le monde réel. Et il va se retrouver à différents endroits. Il va commencer à se balader un petit peu dans le monde des vivants. Et il va se retrouver dans le pressing de la famille de Marjorie. Alors Marjorie, elle se laisse pas faire parce qu'elle a décidé que de toute façon, elle ne croyait pas aux fantômes. Et donc au début, il est hors de question pour elle de croire que c'est un fantôme. Et voilà. Et va se nouer évidemment une amitié entre les deux. Il va y avoir tout un tas de problématiques qui vont être traitées à partir de cette amitié-là. C'est qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un d'important aux yeux des gens qu'on aime ? Est-ce que c'est ça qui nous rend vivants ? Est-ce que c'est ça qui fait... Est-ce qu'on peut être mort mais être vivant pour quelqu'un ? Est-ce que la solitude, c'est une sorte de petite mort ? Est-ce que la solitude fait de nous un fantôme aux yeux des autres ? Donc il y a tout un tas de réflexions comme ça... Et en fait, le récit va complètement s'orienter vers... c'est un récit sur l'acceptation de soi, sur l'amitié, sur la confiance en les autres, la confiance en soi, le mensonge aussi, et sur le mensonge des grands aux plus jeunes, les mensonges des plus jeunes pour cacher qui ils sont à leurs semblables et aux plus grands. Donc il y a tout un tas de problématiques sur finalement le fait de grandir et le fait de s'intégrer dans des groupes, dans la vie et dans la famille. Voilà. C'est un livre qui, moi, m'a beaucoup séduit. De toute façon, je l'ai acheté déjà parce que Parce qu'il y a un fantôme dans une machine à laver. Oui, voilà. Il y a un petit adorable. fantôme. Oui. Donc c'est très mignon déjà. Donc ça accroche l'œil. Quand on ouvre le livre, alors il y a des cases, il y a des images, ouh là là, c'est magique. Mais il y a surtout des couleurs extrêmement douces. Oui. Il y a des jolis roses, il y a beaucoup de roses et de bleus. Il y a un peu de vert, il y a beaucoup de pastel, mais c'est pas gnangnan du tout. Hein. C'est juste que ça apporte une espèce de douceur. Le monde des... Ça, c'est le monde des vivants. Hein. Le monde des fantômes, il est un peu plus gris, il est un peu plus uniforme, etc. pour marquer la césure entre les deux. Mais le monde des vivants, il est hyper coloré. Personne n'est habillé en noir, personne n'est habillé en blanc quasiment. Hein. C'est vraiment des couleurs à gogo. Sauf les fantômes, du coup, qui sont habillés. Sauf les fantômes, effectivement. Mais justement, ça fait... Qui fait contraste dedans. Ça fait contraste, ouais. Donc voilà. Et le dessin est un petit peu particulier. Et moi, j'ai été beaucoup touchée par cette histoire
Pas forcément parce qu'elle fait écho à des choses personnelles, mais déjà au niveau du dessin, moi la petite Marjorie, elle est dessinée, alors c'est un détail, mais elle est dessinée avec des petits sourcils qui tombent vers l'extérieur parce qu'elle est toujours un peu triste. Et ça m'a brisé le cœur. Je me suis beaucoup attachée à elle. Je me suis beaucoup attachée à Wendell, qui est un peu facétieux et qui veut juste avoir une amie, en fait. Parce que lui aussi, il est très jeune. Hein. Il est censé avoir quasiment l'âge de Marjorie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il est toujours cracra. Son drap est toujours sale. Donc ça le différencie des autres fantômes. Mais il refuse parce qu'ils ont un produit spécial pour les draps dans l'au-delà. Et il refuse de se laver, donc il est toujours un peu cracra, donc comme ça on le repère plus facilement. Surtout que les autres fantômes ont chacun un gimmick. Oui. Un chapeau. Une petite lunette, une petite barrette. Quelque chose. Et lui, il est sale. Lui, il est cracra, voilà. Donc voilà, donc c'est un livre que je conseille fortement. Il faut savoir qu'il y a 2 suites qui sont sorties. Une suite qui s'appelle Delicates, donc comme le lavage délicat, voilà, qui est sorti en 2021, et Lights qui vient de sortir en 2023. Donc j'ai acheté Delicates, j'ai commencé à le lire. Donc c'est toujours Marjorie qui en est l'héroïne, sauf que la vie a un peu changé parce que je vous spoil pas la fin de Sheets, mais il y a un petit événement qui fait que Marjorie va reprendre confiance en elle et va pouvoir se lier avec certains de ses semblables, on va dire. Et donc, au début de Delicates, elle est intégrée à un groupe de Cool Kids et elle va se retrouver face à la présence d'une nouvelle élève qui va arriver dans sa classe et qui, elle, du coup, est complètement geek, complètement mise à part, toute seule, etc., machin, avec des problématiques qui peuvent être très sombres, mais toujours avec Wendell qui est dans le coin, et qui va apporter, par son biais de non-vivant, une réflexion sur, pareil, la solitude, le fait d'être mis à part et au banc de la société, et compagnie, et puis la puberté, et puis grandir, et tout ce que ça peut apporter, ou justement ne pas apporter dans la vie d'un adolescent. Voilà pour la présentation de l'œuvre. Super. Voilà, donc vous avez cru comprendre que je suis très emballée par ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire. Et maintenant, je suis très curieuse de savoir ce que mes petits camarades en ont pensé. Allons-y. Dévoilons, levons le drap sur vos avis. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi, là, ce comics tranche de vie, tranche de mort. C'est pas vraiment du coming of age parce qu'elle passe pas à l'âge adulte, mais cette petite Marjorie, finalement, elle redevient une jeune, une adolescente. Ouais. C'est plutôt l'inverse. J'ai trouvé ça très touchant. C'est simple et c'est une très bonne lecture. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Les rapports humains sont dépeints avec beaucoup de finesse. C'est très délicat, comme le linge, comme le programme. Et effectivement, il y a plein à la main, bien sûr, ce comics. Il y a plein de cases. Enfin, visuellement, c'est aussi très chouette. Effectivement, les scènes dans le monde des fantômes avec ces petits fantômes qui sont adorables, leurs petits chapeaux, etc. Oui, pour les différencier, parce que Bah oui, sinon ils se ressemblent tous, mais en fait, ils ont quand même une individualité. Ah, oui. Alors il y a quand même des antagonistes. T'as pas parlé du fait qu'il y a une menace qui pèse sur Marjorie. Les pires d'entre tous. Les professeurs de yoga. Oui, je l'ai évoqué quand j'ai parlé du mensonge, mais je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je ne voulais pas en révéler trop. Non, mais même sans en dire plus, c'est juste qu'il y a de l'antagonisme. Ouais, je fais juste une parenthèse. Le bouquin fait 238 pages, plus un petit bonus. Ça se lit en très, très 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Ça se lit très très vite. Donc, je ne voulais pas en dire trop. Oui. Mais donc il y a des méchants, mais qui font penser plus à des méchants de films pour enfants, genre je sais pas, Maman, j'ai raté l'avion, justement. Très Scooby-Doo. Voilà, donc ils sont archétypaux, on va dire. Mais ils servent bien le récit. Ça marche hyper bien. Non, elle a énormément de talent, cette Brenna Thumler. Elle a un nom qui est pas top, mais qui est pas très vendeur. Mais non, c'est super.
il y a beaucoup de choses. Enfin, du point de vue de la narration, c'est très réussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont montrées et qui sont pas appuyées, qui sont pas. Voilà, c'est exactement, c'est l'exemple parfait du show and don't tell, et c'est une grande réussite. Ça aborde des sujets qui sont graves et potentiellement traumatiques, mais en même temps, on reste dans le domaine du conte. C'est très plaisant, voire assez réconfortant à lire, effectivement. Enfin, on a envie de continuer à lire parce que c'est super chouette. Voilà. Non, j'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas entendu parler avant que tu nous suggères la lecture, donc Pareil, ouais. J'ai été très contente de lire ça. Merci. Regan. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, effectivement. Non, c'était très sympa, très, très touchant, effectivement. Le mot qui était important, je trouve, effectivement, c'est simple, mais pas simpliste. On insiste là-dessus. Ce n'est pas du tout la même chose. La trame de base est très ambline, tu vois. C'est un peu ambiance années 90, tout ça, mais c'est pas une mauvaise chose. Ça sert le récit, encore une fois, au niveau de la narration. C'est centré avant tout sur les thématiques et les personnages qui sont derrière. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Au niveau du dessin, ce qui était sympa, c'est que là aussi, sous des aspects simplistes, il y a une vraie sensibilité qui transparaît. Et notamment sur des pages toutes simples, donc c'est une narration avec des cases, comme ça. Et de temps en temps, il y a des pleines pages avec un léger recul de focus et un personnage en plus petit dans le décor. Et c'est un aspect très mélancolique qui touche vraiment, je trouve qu'il est très réussi. Et ça donne du coup ce côté à la fois réconfortant mais gênant pour le personnage. C'était vraiment très très cool cette manière de présenter la narration. Et moi, c'est le petit fantôme qui m'a le plus touché, pour information. Ouais. Après, voilà, les affinités, évidemment. Mais moi, c'est plutôt le petit fantôme petit Wendell, ouais, effectivement, qui m'a. Mais on a un plan large aussi sur Wendell. Tout à fait. Il y a les deux. Quand il prend le train et qu'il s'accroche au train, et on voit tout seul traverser la nuit. Et c'est toujours cette mécanique d'arriver à passer du rire, bon, aux larmes, c'est un bien grand mot, mais tu vois, c'est toujours ces hauts et ces bas pour les personnages, pour la narration. Et on se fait bercer, littéralement. C'était vraiment très, très sympa. Je suis curieux d'en lire plus, du coup, effectivement, sur la suite, voir si c'est du même acabit. Mais non, un petit bonbon très sympathique. Un gros bonbon et 300 pages. Oui, c'est déjà du beau bonbon, effectivement. Oui, mais comme on disait, ça se lit tellement super vite. Ouais, ça lit super vite. Ouais, parce que quand on préparait l'émission, on disait faut s'y prendre tôt, il y a pas mal de pages et tout. En fait, c'est quasiment que j'ai tellement que je ne spoil pas, il y a certains qui ont dit on fait peut-être le deuxième aussi dans la foulée, focus. Oui, bon, on va se calmer aussi, s'il vous plaît. Hein. Ouais, non, moi je l'ai acheté parce qu'on est allé au magasin, il était là et j'ai pas résisté, quoi. Ça donne beaucoup envie de lire la. Non, c'est vraiment ce qu'on appelle une belle découverte. Ouais, c'est le genre de choses où on passe pas forcément dessus parce qu'on est dans un flou, on va vers des trucs qu'on connaît, etc. Et c'était vraiment très 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 sympa, un bon petit moment, doux amer, mais plein d'espoir. Et il n'y a pas de. Je voulais revérifier, mais il n'y a pas d'édition française encore ? Pas encore. Faudra surveiller. Ça peut arriver chez Delcourt, ce genre de choses. À voir. Voir parce que le format est un peu particulier, donc je sais pas si. C'est pas trop un problème en général. Française, ouais, je sais pas. À voir. Non, mais il y a de quoi faire un truc, il y a de quoi faire un joli truc, hein, parce que s'ils ont sorti Blanquette, ils peuvent sortir Sheets, hein, certainement. Non, mais tiens, cette blague sur le linge de lit. Non, mais c'est parce que j'y pensais. Parce que c'est un Blanquette dévot. Sheets, magnifique. Complément de Blanquette. Sortez-moi de là. Ah là là. Complément de Blanquette, c'est bien. Complément de Blanquette, oh putain. Ça tape pour rentrer et après ça veut ressortir. Ah là là. Non, écoutez, enfin moi ça m'a donné vraiment envie, donc je vais m'y plonger et c'est vrai que ce serait pas mal que ce soit en français. Je connais une jeune fille qui serait, je pense, très très intéressée par la lecture de ce. On surveillera et on vous tiendra au courant si on le voit passer, bien sûr, dans les sollicitations. Magnifique, sans transition, la transition. Que serait le VHS ou Comics Outcast sans ses auditrices et ses auditeurs ? Mais Rien du tout, nada. Pot de balle. Nichevo. Voici donc le moment de vous remercier où que vous soyez dans l'espace. Oui, merci.
toi. Qui que vous soyez, Moi Oui, quand que vous soyez, les nouveaux que nous invitons à nous auréoler d'étoiles sur les Incroyable. applications, J'allais dire, ça sonnait fromage. les plateformes de podcast, c'est très important pour notre visibilité, comme dirait Charles Eddy. Les anciens que nous remercions pour leur fidélité. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez propager la bonne parole autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir grâce à un micro-don via la plateforme Patreon à l'adresse suivante patreon.com/vaisseau hypersensas en un seul mot. Votre aide nous permet de payer le carburant du vaisseau, la maintenance des machines, d'acheter le matériel de toutes sortes, des rallonges, des bonnettes qui visent à améliorer les émissions. Je place ici, il vient de nous quitter, mais un immense merci pour le Studio 17 qui nous héberge dans leur bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches, les parties de jeux de rôle épiques et ludiques. Parmi les paliers du Patreon de notre vaisseau figure un avantage, celui d'être remercié dans l'émission. Aussi, nous adressons un immense merci à Mata Perdumatique, à Toff, à Florian, Rekma, Paul Gara, Vincent, Fanny et Lionel, Perchac, Damien et le plus fou d'entre eux, Yagbar. le gros déglingo. Le gros déglingo de Yagbar, on le connaît bien celui-ci, dis donc. Hein. Vous l'avez compris, beaucoup de choses ont changé, sauf les membres de l'équipage. Et qu'est-ce que je peux inventer, les bras des micros, c'est toujours les mêmes. Hein. On peut toujours faire de la basse avec, c'est toujours assez sympa. Blague à part, votre soutien est plus que jamais essentiel. Mais la vigie vient de m'avertir. Voici venir le hors les bulles. On a parlé de baston, on a parlé de jeux vidéo. On va peut-être pas trop s'éloigner de cet univers-là, puisque l'équipage a jeté son dévolu sur la série Scott Pilgrim, l'animé, sur Netflix. Qui s'y colle? Les bulles, les bulles. Pique. J'y vais. Je sais pas. Let's go. Je me lance. C'est en général pas une très bonne idée. Donc la série en anglais s'intitule Scott Pilgrim Takes Off, qui a été traduit par Scott Pilgrim prend son envol. Pas mal. C'est adapté de... Ouais, on pourra en discuter. C'est adapté de et créé par Brian Lee O'Malley lui-même, donc l'auteur du comics d'origine, et un gars qui s'appelle Ben David quelque chose. J'ai juste Rabinski. Rabinski, voilà. Pourquoi un gars? Non mais, Un gars. non, mais en fait, son prénom me fait beaucoup rire parce que c'est Ben David, mais tout attaché. Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc, c'est une adaptation, mais aussi une réécriture du comics d'origine qui avait déjà été adapté en film en 2010 en live action. Excellent, regardez-le. Par Edgar Wright, un réalisateur qui a fait d'autres films très très bons du type. Oui. Et on va pas épiloguer, mais Baby Driver ou Last Night in Soho, c'est peut-être pas... Si, bon, si, dans les plus récents, en tout cas. Dans les plus récents, en tout cas. Et donc, Scott Pilgrim, c'est, dans le comics et dans le film, c'est un loser fainéant de 23-24 ans, Ouais, 23, je crois. à Toronto, qui vit dans un studio en semi-sous-sol avec son coloc gay qui, en fait, paye tout. Et qui, donc Scott Pilgrim, il sortouille avec une gamine qui a 17 ans, donc on se dit borderline problématique. Et il joue dans un groupe de rock, Les sex bonbons. Les sex bonbons. Et il rencontre une jeune femme dont il s'éprend presque instantanément. Une américaine qui Il vient... en a même rêvé avant de la voir. Oui, c'est ça, il a rêvé d'elle. Ouais, c'est ça, c'est la fille de ses rêves, qui s'appelle Ramona Flowers, qui a les cheveux qui changent de couleur presque chaque jour. Ramona Flowers. Et mais donc ça c'est les prémices. Pour pouvoir être avec Ramona, il va devoir affronter ses evil exes, donc ses ex maléfiques qui se liguent contre lui. Ils sont au nombre de 7. Voilà. Et donc ça, c'est le pitch du comics d'origine et du film. Donc c'est une série d'affrontements, de bagarres, de fights entre Scott Pilgrim, le world, mais... voilà, donc Scott Pilgrim contre le reste du monde.
c'est également donc le point de départ de cette série animée produite par Netflix. Mais en fait, rapidement, la série suit une autre trame, puisqu'à la fin du premier épisode, donc on a eu la rencontre avec Ramona Flowers, tout pareil. Tout pareil. Il se retrouve à fighter le premier des ex, et contrairement aux comics et aux films, il décède visiblement, il disparaît en tout cas. Il est flopée de pièces. Il est atomisé, il perd le combat et il ne reste de lui que des petites pièces, donc comme dans les trucs de bagarre et Sonic. Moi, ça me fait penser à Sonic, parce que c'est ça que je connais. Et voilà. Et en fait, après, donc la série prend une direction complètement différente. Un what if, littéralement. Voilà, c'est une sorte de what if. Où, en fait, c'est Ramona Flowers qui devient le personnage principal. Et on est content, parce que c'est un super perso. Et voilà. Et donc, on a quand même de la bagarre, puisqu'il y a quand même des fights avec les ex maléfiques qui ne sont pas sortis du tableau. Et c'est super chouette. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que le premier épisode était... En fait, faut pas s'arrêter au premier épisode. Parce qu'il y a un problème de rythme, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas tout à fait. Il est vraiment pas bien, le premier épisode. Non. Mais après, moi j'ai trouvé ça hyper kiffant, quoi. Hyper kiffant. L'animation, elle est chouette. C'est assuré par un studio d'animation japonaise qui s'appelle Science Saru. Et c'est chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Y a c'est très soutenu, c'est des épisodes de 29 minutes. Il y en a 8. Et ça monte en tension parce qu'il y a Ramona Flowers mène l'enquête. Elle essaye de comprendre ce qui est arrivé à Scott Pilgrim, parce qu'elle a cette idée que justement il est pas mort, et c'est elle qui se bat pour le retrouver, et ça aboutit à un final qui est un feu d'artifice et qui est vraiment, je trouve qui est à la hauteur de la montée en tension pendant ces 8 épisodes. Voilà, je vais m'arrêter de parler. Je vois Regan qui fait la moue. Il y a la moustache qui vibre. La moue à côté de moi, qui a une moue. À débunker tout de suite, je n'ai pas de moustache. Contrairement à d'autres personnes autour de cette table. Mais par contre, je te coupe la parole pour le premier épisode. Je me permets de sauter sur l'occasion de cracher ma bile sur ce premier épisode que je trouve horrible. Parce qu'en fait, il a le vrai souci de vouloir faire exactement ce que fait le film, et ce qui est un bon et ce qui pourrait pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il fait le film mais sans la qualité du rythme du film. Le rythme a une qualité sonore et qualité de montage, et là dans le premier épisode tout est plus long, il coupe à chaque fois une seconde de trop ou une intonation de voix qui est pas celle qu'il faut, ou enfin tout est comme au ralenti comparé au rythme du film, et donc le premier épisode est vraiment décevant. Ouais, mais tu vois, en y repensant, j'avais oublié. Et je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter au premier épisode. Oui, je suis d'accord, tout à fait. Ouais. C'est vraiment pour moi la pire chose qui soit arrivée à cette série, c'est le premier épisode pour moi. Heureusement que tous les épisodes sont sortis en même temps. Oui, c'est pas faux. J'ai vu que les 2 premiers, mais le premier épisode est inclus dans ce que je vais dire. Pardon, par rapport au film, il y a un truc qui fait vraiment la différence, c'est la musique. Parce que là, les musiques du groupe, là... Anna Managuchi. C'était vraiment... la musique du film était faite par Beck. Donc tu sentais vraiment... c'était vraiment taillé, c'était aux petits oignons, c'était super, c'était un peu trash, le son était très travaillé. Là, très sincèrement, les chansons, ils ne les chanteraient pas. Ça ferait gagner du temps, parce que ça n'apporte rien du tout. C'était vraiment... Mais moi, j'ai failli arrêter. S'il n'y avait pas eu ce retournement de situation à la fin du premier épisode, j'aurais arrêté. C'était totalement inintéressant. Mais je n'ai que trop parlé, puisque j'avais soi-disant rien vu, rien lu. À vous de jouer, dites-moi. Je propose que Regan, parce que moi je vais tempérer ce que Regan va dire. Donc, je vais relever déjà un bon point qui est assez important, je pense, c'est que le casting voix
et celui du film Oui. qui revient. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Oui, c'est bien. D'ailleurs, tu sens que globalement, ça s'est bien amusé. Il y a une vraie entente cordiale au niveau de ce côté-là. Il y a des guests, genre Simon Pegg. Alors ouais, effectivement, il y a quelques guests de qualité, très clairement. Je suis très déçu. C'est Ah, vrai. Ouais. Oh non. En fait, et ça m'a fait des montagnes russes. Parce que, donc, premier épisode, tu te dis, au-delà du rythme, etc., tu te dis, oui, alors par contre, j'ai déjà vu le film, Bah oui, si vous oui. voulez, donc ça va être compliqué. Plot twist, je dis, ok, donc je vais pas avoir à revoir le film, donc bonne nouvelle. Changement de focus, donc changement d'échange, intéressant. Et plouf. Et plouf parce que je trouve que le rythme n'est pas bon, à mon goût. Que ça part dans tous les sens. Que sur la fin, plus ça avance et moins ça cherche à être cohérent. Alors, on ne demande pas à avoir une logique absolue. Ça reste Scott Pilgrim et c'est des gens qui explosent en pièces, c'est pas la question, mais vraiment la trame se délite petit à petit à mon goût au niveau scénario. Et le dernier épisode, c'est complètement foutraque. C'est festival, ça part dans tous les sens. La fête du slip. Ah, et du ta gueule, c'est magique, en veux-tu, en voilà. Et j'avoue que c'était frustrant parce que le setup me plaisait, l'idée de changement de focus me plaisait, mais le déroulé de l'histoire, chaque épisode, il y a des trucs intéressants, quelques échanges, quelques confrontations, etc. Mais la trame de l'histoire elle-même, je trouve que ça retombe comme un soufflé. Ça m'a gêné parce que j'avais envie d'aimer en fait, et j'étais vraiment déçu par rapport à ça. Alors j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a du ta gueule c'est magique comme pourquoi est-ce que Mathieu Patel défonce G-Man alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le défonce? Alors, comme je disais, de toute façon, Scott Pilgrim, il y a des éléments qui sont comme ça. Le comics de base. Pourquoi Scott Pilgrim se bat comme un dieu des jeux de baston, c'est jamais expliqué et on s'en fout. Mais à la limite, ça fait partie de la diégèse. C'est juste que, sans en dire plus, à un moment donné, il y a une situation qui va le gêner et il y a un personnage qui va faire hop, j'annule ça. Ouais, et puis ça commence à utiliser des éléments alors je veux pas spoiler ça, mais de science-fiction pour dire ça comme ça. C'est toujours très casse-gueule et ça n'évite pas certains écueils. Et j'ai l'impression qu'au moment qui se dit non mais on s'en fout, je me fais plaisir. Alors ça donne des bonnes choses quand même, des bons échanges, des belles scènes, etc. Mais au niveau de la trame globale, moi ça m'a perdu malheureusement là-dessus. Par contre, comme je disais, donc, le casting voix est excellent. L'esthétique globale est assez intéressante au niveau visuel. Je trouve qu'il y a des belles idées. Il y a des idées de combat assez sympas, comme par exemple, il y a un combat, alors pareil sans en dire trop, avec Roxy et le Vidéoclub, qui est bourré de petites idées assez sympas. Des références par-dessus la tête, évidemment, mais ça, c'est le contrat de départ des Scott Pilgrim. Du Sonic, du Robin des Bois, tout ce que tu veux y passe, mais ça c'est Pourquoi clairement tu me regardes quand t'as dit Sonic? Évidemment. C'est dans le cahier des charges dès le début de Scott. Mais ouais, vraiment, c'est frustrant pour moi. J'ai bien aimé le twist, j'ai bien aimé l'idée, mais je trouve que le déroulé ne tient pas assez bien Les la route. promesses ne sont pas tenues. Non, ouais, il y a de ça, quoi. Et du coup, au final, ça ne m'a pas apporté grand-chose par rapport aux matériaux de base. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, quoi. Mais je salue l'essai, la tentative, hein, mais ouais, moi j'étais un peu déçu, effectivement, globalement, quoi. Alors Lux, remonte un petit peu tout ça. Bah écoute, moi je n'ai pas été déçu du tout. Ah. Tout simplement parce que je ne m'attendais à rien et quand tu ne t'attends à rien, tu ne peux pas être déçu. Ben voilà. Non mais blague à part, moi je suis quelqu'un de plutôt ingénu, on va dire. Donc moi je m'attendais à avoir l'adaptation du comics en série animée. Pareil. Donc pourquoi pas, tu vois, moi tu me proposes ça, je reste cliente parce que j'ai beaucoup aimé, je l'ai à la maison, le comics, j'ai aimé le film et tout, donc why not. Évidemment, fin du premier épisode, je fais waouh, c'est pas du tout ce que j'attendais, donc grosse surprise. Et là, je me suis retrouvée avec cet épisode suivant où je suis allée justement de surprise en surprise parce que à chaque fois, je ne m'attendais à rien, ou plutôt je m'attendais à tout sauf à ça. En bien comme en mal, hein, parce qu'effectivement, je trouve que la série a des faiblesses, notamment des faiblesses de rythme, effectivement. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des pistes très intéressantes. Déjà, ça réhabilite le personnage de Scott Pilgrim, qui, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il était un peu problématique. Déjà, le fait de sortir avec une fille mineure, etc. Enfin,
Je dis pas que ça nous choquait pas à l'époque, mais disons que c'est 2003, je crois, Scott Pilgrim. Le film, tu veux dire. Le comics. Le comics, Je sais plus. Enfin bref, le film c'est 2010, donc dans tous les cas c'est les années 2000. Donc voilà, aujourd'hui, quand tu relis Scott Pilgrim, tu te rends compte qu'il est un peu toxique. Le fait qu'il sort avec deux nanas en même temps, il sort avec une fille mineure, etc. Il y a des gros problèmes. Là, la série animée va pas lui trouver des excuses. Il va au contraire adopter un arc qui va le réhabiliter un peu. Donc ça m'a plu. Le fait que Ramona devienne le personnage principal, c'est très intéressant, c'est très rafraîchissant et surtout que son personnage, pareil, est creusé et va être intéressant puisqu'elle va se retrouver, comme on l'a dit, dans des... Tout à l'heure, on parlait de SF, donc pareil, je ne veux pas spoiler, mais elle va se retrouver face à certains personnages et certains pans de sa propre personnalité auxquels elle va devoir faire face, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant. On exploite totalement les ex. Alors que dans le comics, alors dans le comics, ils sont quand même un petit peu plus développés que dans le film. Dans le film, ils se contentent de faire la bagarre et puis ciao, bye bye. Dans les comics, ils sont un petit peu plus développés. Là, comme ils n'ont pas à affronter Scott, vu qu'il a perdu, eh ben, ils vont tout faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils vont se mettre à la menuiserie, ils vont se faire des copains, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont aller se promener, ils vont faire des projets, ils vont monter des entreprises. Enfin, voilà, j'exagère à peine, quoi. L'épisode où Lucas Lee devient pote avec Gordon. Ouais. Ah, il est rigolo. Ouais. Il est très drôle, cet épisode. Et il sert à rien. Ils sont complètement gogol. Donc voilà, ça ne sert à rien. Mais moi, j'ai trouvé ça très doudou et j'étais très contente de les voir s'épanouir et prendre leur envol, en fait. Parce que c'est des personnages que j'ai suivis dans l'œuvre originale et dans une adaptation et que on m'offre une autre proposition et j'ai été 100% cliente. Voilà. En plus, le fait que ça soit Chris Evans qui revienne pour faire la voix, effectivement, peut-être que c'est pour ça que le personnage de Lucas, ça aide. Voilà. Donc, tout n'est pas parfait. Il y a des problèmes de rythme. Il y a notamment l'épisode de 6 ou 7, je crois, sous forme d'un... Comment ça s'appelle ça ? Un making-of, sans en dire trop, qui, pareil, part dans des pistes rigolotes, amusantes, mais qui servent à rien, en gros, même si ça permet juste à Ramona de continuer son enquête. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien en fait dans la série, et soit t'adhères pas. Oui, je comprends. Ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Regan, c'est que soit c'est doudou, soit ça l'est pas. Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai pas d'attachement particulier. Enfin, le film, je l'ai vu, voilà, mais ça m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. J'ai pas cet attachement-là particulièrement à cet univers-là, et pour autant, je trouve que ça fonctionne à fond, quoi. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'aime beaucoup le film, mais je n'ai pas lu le comics. Toi, moi, je l'ai le comics, ça, je l'ai lu, relu. Et tu as vu le film. Et j'ai vu le film plusieurs fois. Toi, moi, j'ai pas lu le comics non plus. Pareil. Moi, j'ai lu le comics, j'ai vu le film. Et pour donner mon avis là-dessus, puisqu'on te le demande, effectivement, oui. Mais je suis un peu entre toi et Lux. C'est-à-dire que autant, en effet, le premier épisode était un désastre pour moi, autant le dernier épisode est un désastre aussi pour moi. Ah ouais. Le dernier épisode, c'était l'enfer. Enfin, pour moi, ça a été long pour moi aussi. Ouais. C'était très long. Ouais. Le faux combat, ça m'a énervé. Mais ça m'a énervé dans le sens où c'était juste long. Et en fait, c'est une série qu'on regardait avec ma conjointe et la Corinthienne. La Corinthienne, la bien nommée c'est une private joke. Et en fait, on s'est arrêté au 7 et en fait, on n'avait pas envie de regarder le dernier épisode parce qu'en fait, il y a 2 épisodes de trop. Je trouve que les derniers épisodes sont vraiment de trop. L'intrigue va chercher trop de points. Enfin, j'ai l'impression à chaque fois de tirer une corde qu'il n'y avait pas besoin de tirer. En effet, le personnage de Ramona est super, le côté des ex c'est super cool, mais en fait je trouve que justement l'arc de Scott je trouve pas intéressant. Mais tout le reste je suis d'accord, en fait c'est super tout le reste. Mais en fait c'est pas sur Scott Pilgrim. Non, c'est un des personnages les moins intéressants. Mais justement tous les derniers épisodes si. Enfin, il revient, mais il revient au centre de l'histoire, mais justement c'est ça le problème. En fait, pour moi c'est justement ça, c'est tout ce qui est pas intéressant, ils le remettent tout à la fin, c'est un peu le climax qui. Non, c'est pas intéressant, mais c'est justement parce qu'on retrouve quand même le personnage a quand même évolué et bien sûr, ouais. Mais en fait, c'est pas ça que j'aurais envie de voir en fait. Tout simplement, c'est juste tout simplement, c'est qu'on me raconte une histoire que j'avais plus ou moins déjà vue parce que ça change pas beaucoup de l'évolution de ce qu'il avait dans la série fondamentalement
comme Arc Dévotion, en fait, t'as l'impression de reparler sous une autre manière de faire les choses, de comment s'accepter, machin, etc. Et maîtriser son destin. Mais voilà. J'ai une question. Donc, moi, dans mon insigne, j'ai lu le comics, j'ai vu le film, j'ai pas vu toute la série et bon, voilà, je me pose des questions. Donc j'ai besoin de vous. Dans si je reprends le film, parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire, Scott Pilgrim est un sale con au début, ça c'est sûr et certain. Au fur et à mesure du film et au fur et à mesure du comics, il se rend compte que c'est un sale con. Un des moments les plus forts du film, c'est que quand la première fois il sort de son propre corps l'épée de l'amour, ça ne suffit pas pour gagner. Pour gagner, il faut qu'il sorte l'épée de self-esteem, de l'estime de soi, ce qui a un message qui est extraordinairement fort. Et ce qui fait pour moi que le film, pour le coup, pour répondre à votre question, le film pour moi c'est quelque chose vraiment de viscéral. L'histoire de Scott Pilgrim, ok, il y a une sorte de rédemption un petit peu, il a fait l'effort nécessaire. Le personnage de Ramona, il est génial en tant que tel, il n'y a même pas besoin d'une série supplémentaire, on sait tous qu'il est génial. Je comprends ce que me raconte, et là vous me voyez venir à 10 000 km, je comprends ce que raconte le film, je comprends ce que raconte le comics. Qu'est-ce que cette série animée veut raconter ? Ramona Flowers pour moi. Oui, mais au-delà du personnage de Ramona Flowers, il y a un propos, parce que Scott Pilgrim, c'est la quête justement de l'estime de soi, du respect des autres. Qu'est-ce que, à votre sens, qu'est-ce qu'il vous Un peu raconte ? pareil, hein. Alors pour moi, il y a l'élément supplémentaire, c'est et après. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. au-delà de trouver l'amour, de trouver sa place, et après, comment on entretient cette flamme, comment D'accord. on maintient son couple, Est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup, etc. D'accord. Est-ce que les erreurs du passé ont juste été cachées et mises de côté, ou est-ce qu'elles ont été intégrées pour aller de l'avant, sans se dire plus sur de qui je parle. Donc il y a des thématiques. Hein. Comme je dis, moi c'est juste que c'était la manière dont c'était raconté. Mais le twist était le bon, les thématiques étaient les bonnes. C'est juste, voilà, c'est le rythme de la série, Ok. et le flow de l'histoire qui m'ont complètement déçu. Bien. Donc Brian O'Malley a encore des choses à nous dire. Je Ah pense que oui. pour le coup, Super. oui, c'est Bonne ça, nouvelle. ça, oui. Ça dépend de l'avancée de sa thérapie. Hein. Soyons honnêtes, hein, il fait un peu sa propre thérapie Oui, dans, bah, cette, ça, dans cette série animée. Vous aviez lu Seconds ou pas de lui? Oui. Non, pas pour ma part. Ah bah je te le prêterai. Plutôt chouette aussi. Ouais, bah écoutez, c'est super, bah c'est bien. Hein. Vous n'êtes pas trop battu. Je suis un petit peu déçu là. J'aurais bien aimé quand même voir un petit peu plus de bagarre, Tu l'avais déjà dans la série, la bagarre. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de bagarres. Et dans Arcade Kings, dans les reviews. Ouais, c'est vrai. Scott Pilgrim Takes Off. Alors pourquoi moyen ? Le titre, Ouais. Parce qu'en fait, donc ça a été traduit par Prends son envol, ce qui est une traduction tout à fait juste. Mais to take off, c'est aussi se barrer en fait. Et en fait, Ah. c'est Ce qui est ça ce qui beaucoup plus juste bien. c'est pour ce le qui se coup. passe effectivement Ah oui. dans la série. Et en même temps, on a quand même l'ambiguïté en anglais qu'on ne peut pas. Enfin, en tout cas, je sais pas, j'ai C'est pas évident à localiser, je suis mais en d'accord. français, Mais c'est quand même un peu difficile de dommage, garder quoi. cette Bien sûr. ambiguïté. Et par ailleurs, par contre, je tiens. Alors, j'ai pas noté le nom de la personne qui a fait les sous-titres, Ouais. mais de très très bonne qualité. Ouais, c'était cool. Ah, bien. C'est Ouais, c'était cool. très très bien traduit. Dans les sous-titres, je sais pas s'il y a une version doublée. Non, je pense pas. J'ai pas checké. Il doit J'ai en avoir pas une. regardé, je mais sais c'est pas s'il y a une possible. version française En doublée. général, il y en a Mais pas en besoin. tout cas, la version sous-titrée, elle est vraiment, vraiment super. Il y a des très, très bonnes trouvailles de traduction parce qu'il y a quand même pas mal de jeux de mots. On le recommande en VO quand même. Et pour ouais, pas hésiter à à voir en reprendre les VO, voix mais originales, bien sûr. un très beau travail de traduction. Mais la version VF, je n'ai pas vérifié, mais ce serait pas mal si Ils avaient repris ils ont repris les mêmes doubleurs officiels mêmes des acteurs. comédiens, ouais. J'ai pas checké, j'avoue. Je Ouais. crois que si. Ah, parce Ouais, je crois Ah, que c'est si. bien ça. Mm. C'est bien. Ça, c'est C'est cool. là qu'on se rend compte quand même que le cast du film, avec le recul, est assez extraordinaire. Ah, bah c'est Il est 4 parfait. étoiles. Hein. C'est cadeau, ouais, hein. ouais. Anna Kendrick, quoi. Entre autres. oui. Entre autres. Oui, bien sûr. Bien Alors sûr. moi j'étais sur Kieran Culkin all the way. Il peut me faire de la SMR toute la journée s'il veut. C'est celui qui fait la voix de Lucas Lee, justement Non, Non, c'est de- voilà, c'est Voilà. celui qui C'est le va dans colocataire. Succession. Ah, c'est voilà ça, oui. C'est l'obsédé. Oui, Regardez-le dans Ouais. Succession, il est incroyable. C'est l'obsédé. ouais. Regardez-le faire des collines fusées dans Succession. C'est va être le meilleur moment de série télé de ma vie, je crois. C'est noté. On prend. C'était donc Scott Pilgrim Takes Off, le HLB, qui conclut
cet épisode, aussi cette année de Comics Outcast. Année calendaire. Année calendaire. Donc c'est ainsi que se termine le voyage de cet épisode 217. Comme le Studio 17, bim. Oh là là. On en remet une pour le Studio 17. Merci beaucoup. Un merci Merci à toi. sincère, Franck, pour cette odyssée remarquable. Excellent choix de comics comme d'habitude. Excellents avis. Merci à Guigose Excellent. d'avoir ramené Braillard sur le devant de la scène. Ouais, qui m'a merci à permis Guigose. de le chroniquer. Merci à Lui a spoilé sa venue pour avoir cette information. Ah ouais, j'étais un peu en mal de trouver un comics pour ce soir. C'était un excellent choix. Oui. Donc merci à lui et merci à Guigose. Merci à tout le monde. Merci, bravo. On va pas laisser tout le monde sur sa fin. Dites-nous où pouvons-nous vous lire, vous entendre. Lulu. Un peu moins sur le Discord, je dois dire. Je suis un peu moins oui, oh là là. Référence au petit fantôme. Ah Tout à fait, oui. évidemment. Regarde le Bien petit joué. fantôme. Bouilla d'ailleurs. Bouilla. Titre d'épisode. La voilà Ouais. la blague. À titre d'épisode. Ah oui, Bouilla. Ah oui, Bouilla. mais c'est pas un épisode d'Halloween, c'est un épisode de... Ah. Pas tout faire. Non, vous me retrouvez pas globalement. Hein, Je suis caché. je suis cachée dans la vraie vie. Alors, si jamais on veut vraiment te retrouver, il faut s'inscrire en quelle année? En L1, portail langue à l'UFR de langue de l'UPJV. Bon bah écoute, Voilà. c'est noté. Et je pourrais vous recevoir dans mon bureau car je suis co-responsable du portail L1 langue, Ah oui, messieurs, s'il vous dames. plaît. Oui. Oh là là. Humble brag, Mais dis genre, donc. Ouais, je sais pas. est-ce que t'as un petit... Personne d'autre voulait le faire. une petite- comment ça s'appelle? Un petit machin avec ton nom écrit dessus là? Non, même pas. Ah ouais? Non, il y a mon nom sur la Tout porte. se perd. Ah oui. Ah, quand même. Imprimé en papier ou avec gravé? Non, imprimé en papier. Ouais, Bah, ouais. c'est l'université publique. D'accord, avec le numéro du bureau à côté. Heureusement qu'on dépense pas des sous là-dessus. Chic. C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que t'as un tampon avec ton nom par exemple? Non, j'ai un tampon avec la date déjà. Ah. Qui bave. Bon, écoute, c'est toujours ça. de Il prix, bave hein. malheureusement. Comme souvent les tampons. Oh non. Ah ouais, on est déjà dans le trop là, ça se voit. Écoutez, vous voulez que je vous dise? On fait ce qu'on peut à cette heure-là. Oh, la Bah, difficulté de la épisode blague de d'intro, Noël, alors la blague d'intro, épisode on est de dedans, Noël, hein. Regan, dis-nous. Comme d'habitude, donc Discord évidemment, beaucoup trop. Sur Twitter, c'est Prigmore. Sur Instagram, c'est Gérovite. Et sur. Oui, Non, on non, peut mais- pas harmoniser comme on veut, malheureusement. Et la déception sur Blue Sky. Et sur Blue Sky, c'est Regan. Ben voilà. Faut avoir un carnet d'adresses juste pour Regan. Ouais. Il faut avoir Vous ne me retrouverez pas non plus. un tableau de correspondance, tu sais, sur Excel, un truc un peu chiadé. Avec les fils rouges qui vont de. Tableau de liège. Je ne suis pas un épisode de sous-scellé. Ah, bien. Super cadeau de Noël. Tout à fait. Enfin, moi, je dis ça, je Effectivement. dis rien. Lux. Moi, ça va être facile puisque je m'appelle Luxbox un peu partout. Ouais. Je m'appelle Luxbox sur Twitter. je C'est m'appelle le talent Luxbox, d'avoir trouvé un pseudo qui. Ouais. Il n'y a marche que bien. sur Instagram, c'est Crazy Luxbox parce que Oui, Luxbox c'est vrai. était déjà pris puisque Luxbox c'est une société de production de films. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne peut pas me taguer sur Twitter parce que quand c'était le festival de Cannes, j'étais taguée sur tous les posts sur les merde. films que je ne connais pas et à chaque fois je répondais Wrong Luxbox, Wrong Luxbox. Et au bout d'un moment j'en ai eu marre. Envoyez-moi l'invitation. Ouais, c'est vrai, mais bon. Donc voilà, mais sinon je suis présente surtout sur Blue Sky. J'ai un peu délaissé Twitter pour des raisons assez évidentes. Donc sur Blue Sky, voilà, à l'heure du goûter, des revues de films. Et sur Discord, bien évidemment, avec notre commu de l'amour, avec que des gens incroyablement gentils et accueillants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Matt l'a déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment un endroit très cool. Oui. Et on ne parle pas que de comics, Oh non. Oh non, on parle de tout. Not at all. Voilà. Bah, puis il y a toute la commu des autres émissions fait. du. Le Bah, bien Discord, sûr. Et Contrecast. Ils sont tous là, ils sont venus. Cinécure. Oh là. XT. Retrouvez-moi sur pardon, pas Ciné. Enfin, si, je suis là dans le chat aussi, donc sur le Discord du coup. Sur Blue Sky, XT Fate, XTPHATE, ça change pas beaucoup. Mais après, est-ce que je pose beaucoup? Non, pas vraiment. Mais Il avait besoin de faire une petite voix avant la fin de cet épisode, évidemment. Oui, c'est mon contrat. Oui, les contrats des petites voix. Le contrat des petites voix. Ça, c'est un bon titre de comics, le contrat des petites voix.
Pour ma part, avant que vous me demandiez, Tu nous as devancé. C'est vrai, pas suffisamment sur le Discord. Beaucoup derrière ma manette à jouer à Persona 5 Tactica, mais ça vous commencez à me connaître. Tu m'étonnes. Et puis sinon toujours au fin fond du 93, donc ça ne change pas non plus. Bon, on a fini. Eh bien, de Alors, bonnes le boss, fêtes à tous. t'aimes pas le beurre de cacahuète? Aïe, aïe, Oui, aïe, Bah aïe, non, je aïe, trouve ça aïe, trop aïe. sucré. Sucré. Ah, mais il faut en acheter du pas sucré. Ouais, mais même je trouve ça Ah ouais. écœurant. Ah oui. Je suis pas fan. C'est non comme le plus. Nutella, les trucs comme ça. J'en mange ouais, une cuillère le et Nutella, après je Mm. suis dégoûtée Faut pour pas le 15 manger à la jours, quoi. cuillère. Hein. Non, mais c'est une expression. C'est quand même plus pratique qu'au couteau quand même. Non, par contre, la pâte de spéculoos, c'est la seule qui passe. Oh, Ah ouais, putain, c'est méga bon. sucré. Bah ouais, mais ça passe. Parce que Ouais. c'est le pouvoir du spéculoos. C'est addictif, la pâte à tartiner. Ça Oh là là. Ouais. fait si longtemps que j'en ai pas mangé. Mais Alors- moi je connaissais quelqu'un qui mettait du beurre et ensuite du beurre de cacahuète dessus. Ah oui. Ouais. Ouais, il aime le gras. quoi. Beurre cacahuète confiture. Gras. J'aime le gras. Ah oui. Ouais. Il y a bien des gens Bah, qui mettent encore du cet beurre et après-midi, du fromage par-dessus. Donc, Ça, Oui, c'est c'est une vrai. idée. Ouais, avec du ça, fromage bleu, c'est très bon. c'est du gras sur le gras techniquement. Mm. Ah oui, oui. Ouais, non, c'est pourquoi pas. Mais alors, par contre, beurre cacahuète avec un peu sauce soja. Enfin, faire une petite sauce Sauce cacahuète soja. avec Ah un oui, peu non, de- mais Ah oui, Ça, hein. ça vire Quand évidemment c'est à en salé, Webootcast. ouais, C'est plus Avec, fort bon, que ça. toi. hein. avec du Quand c'est en tofu, salé, du c'est mieux. quinoa, bien sûr. Évidemment. Ah, mais c'est trop Bien bon. Hein. sûr. Ouais. Sauce cacahuète, c'est délicieux. Ouais. Mais c'est marrant parce que alors quand j'étais petit, que j'habitais en Normandie, la voisine nous faisait des tartines, alors avec du pain, mais voilà le pain quoi. Et donc elle mettait pas la confiture sur du beurre, certainement que c'était trop breton, tu vois ce que je veux dire, mais c'était du fromage blanc. Elle nous tartinait ça de fromage blanc sur le pain avec de la confiture, mais mazette, j'en ai un souvenir. Ça va être Génial. bon. J'ai mangé Ah ouais. un gros burger avant, mais j'ai faim. La gourmandise qui s'éveille. Bon. Bah, Bonne j'espère fête. que vous ayez faim vous aussi. Ouais, bonne Ouais. fête de Ouais. fin d'année Bonne si fête vous les de fin fêtez. d'année. Profitez bien de À ceux et que bonne bientôt, année. et on se retrouve à la rentrée en janvier. on se Prenez retrouve soin de vous. à l'année prochaine. À l'année prochaine. LOL. En 2024. Je coupe, je refuse. Bisous. Bisous à tout le monde.